Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'était de le podcast. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que François Raymond, qui est kinésiologue, préparateur physique. Est-ce que tu as d'autres titres? Ben, mon titre présentement, c'est que je suis pas un bûcheron comme vous, mais que ça me fait plaisir d'être là quand même. Ouais. On a oublié de t'appeler, là, pour te dire le concept, là. Ouais, exact, mais je pense que j'aurais même pas pu. J'ai juste une veste de vélo. Ah, ok. Il me semble que je te verrais bien avec une chemise carottée, là. T'as le style, là, de... Ça prend une tuque aussi qui couvre pas mes oreilles. Je suis pas en mode, petite affaire. Donc, une prochaine fois pour les chemises. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis c'est vraiment un honneur de te recevoir. Très gentil, mais ça fait plaisir de partager. Un honneur. C'est très fort, hein? Ça commence fort. Je suis à la hauteur, là. Ouais. Dans le fond, pour ceux qui te connaissent pas, on aimerait savoir en premier, en quelques mots, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te passionne? Certainement, avec plaisir. Mais tu as déjà bien dit d'abord, kinésiologue, préparateur physique, effectivement. On a des intérêts communs, tous, nous, ici. L'activité physique, la course, le dépassement, et aussi aider les autres. Fait que ça, c'est un peu ce qui me passionne. C'est vraiment cheesy, là, vraiment super cheesy, mais ce qui me passionne, c'est vraiment d'aider les gens à atteindre leur objectif. Mais ce qui est méta à ça, ce qui englobe tout ça, c'est vraiment l'apprentissage, la science, tout ce qui s'optimise. Ça fait très nerd, là, mais c'est quand même ce qui me drive, là, tu sais, l'apprentissage, la science, le partage, puis croître autant moi-même que ceux avec qui je travaille ici, dans le contexte qu'on a de podcast, de essayer d'être utile en général. Puis justement, si tu peux dire avec qui tu travailles exactement, à quel endroit. Oui, certainement. Fait que je travaille à l'Institut national du sport du Québec. Juste proche. On voit peut-être même la tour du stade ici. Fait que c'est quand même proche. Donc, à l'Institut national du sport du Québec, avec des athlètes amateurs de haut niveau, à la fois sur le volet olympique et paralympique. Ça, c'est un peu une des choses qui distingue ma pratique, c'est que j'ai sûrement eu plus de mandats avec le sport paralympique que le sport olympique. Fait que ça amène plein de puzzles de préparation physique, puis de adapter l'entraînement à l'humain, puis à accompagner dans des contextes autres que sportifs, là, parce qu'il y a évidemment plein de, occasions ça, c'est le mot que je m'accroche toujours dessus, d'individualisation. Le jour que je l'ai d'un coup, je vais gagner un morceau de robot. Fait que ça fait plein d'opportunités d'accompagnement, puis c'est une belle aventure humaine que la préparation physique pour les athlètes de haut niveau. C'est le privilège que j'ai de faire ça depuis 10 ans maintenant. Wow, ça faisait partie de mes questions. Je veux savoir depuis combien de temps tu faisais ça. Puis là, tu dis, même si c'est l'INS, moi, dans ma tête, c'était seulement des athlètes élites ou de haut niveau. Tu dis que tu as aussi une clientèle plus amateur. Ben, en fait, je dis amateur pour faire la différence avec les athlètes non professionnels. Okay. Fait que dans tout le circuit olympique, c'est considéré des athlètes amateurs, même si des fois, il y a des athlètes pros qui viennent compétitionner aux Jeux, mais en règle générale, les athlètes qui sont soutenus par l'INS et par tous les instituts du sport du Canada, c'est des athlètes qui sont considérés amateurs, c'est-à-dire qu'ils sont pas payés pour s'entraîner, mais même là, il y a un flou parce que les athlètes canadiens sont soutenus financièrement, pas des millions de dollars pantoute, là, ça fait pas des gros salaires les athlètes, mais ils ont un petit peu d'aide du gouvernement pour l'entraînement, fait qu'ils sont un peu professionnels, c'est un peu leur travail de s'entraîner, mais pas comme genre la NBA ou la NHL parce que là ils font des millions de dollars. C'est vraiment pas. Puis on parle de quelle catégorie d'athlètes? C'est-tu des gymnastes? C'est-tu des coureurs? Ben à l'INS, il y a je pense que 10 sports résidents, patin de vitesse, plongeon, water polo, natation, paranatation, pardon, trampoline, gymnastique, il y a vraiment une grande diversité d'athlètes, judo et autres. Puis moi, j'ai travaillé avec plusieurs de ces groupes d'athlètes-là, mais maintenant, mes 2 clients principaux, c'est Paracyclisme Canada et Canoë-Kayak Canada. Donc ça, c'est les 2 regroupements d'athlètes que j'ai. Je travaille avec trampoline, je travaillais avec escrime, para-escrime, puis j'ai soutenu des collègues aussi dans d'autres sports. Fait qu'on a la chance aussi de backer nos collègues dans certains contextes, être exposés à d'autres sports que les tiens, on va dire, en guillemets. Fait que belle diversité au niveau des athlètes. Ouais. Ah, c'est intéressant. Comment ça marche ça, au fait? C'est-tu toi qui choisis comme les styles d'athlètes que tu es prête à travailler ou ils te proposent quelque chose, tu y réfléchis, tu dis oui, moi je suis comme un bon candidat pour travailler ou t'acceptes peu importe là, comme t'es assigné puis il faut que tu le fasses là? C'est plus
t'es assigné, faut que tu le fasses. Parfois, t'as un petit droit de regard. Tu sais, j'ai été approché par 2 athlètes de handball dernièrement qui ont été opérés tous les 2 au genou la même journée par le même chirurgien, puis on était allés à l'école ensemble, puis ils étaient comme « Hey, est-ce que t'accepterais de faire notre rehab? » C'est des filles de handball, que je salue. Ils vont se reconnaître s'ils écoutent l'épisode. Fait que donc ça a été une proposition, puis j'ai eu la chance d'accepter, mais comment que ça fonctionne rapidement? T'as des contrats annuels et sur des cycles de 4 ans avec les sports, et tu embarques avec eux dans l'aventure. Ils achètent de tes heures, au fond. Fait que dans le fond, tu dois rentrer, je sais pas, 1500 heures pour être considéré temps plein, puis là, les sports achètent 500 heures, 750 heures, 1500 heures, peu importe si t'es temps plein ou pas avec les sports, puis tu construis ton portfolio de sport d'une manière annuelle avec ces demandes-là. C'est vraiment intéressant. Je savais pas du tout que ça fonctionnait de cette façon-là. Ouais, donc, c'est quoi, sinon, les sports, justement, que tu coaches en ce moment? Ben, c'est ça. Fait que paracyclisme et canoë-kayak. Puis, au niveau de canoë-kayak, il y a à la fois le volet para et les gars de kayak. Fait que dans le fond, il y a aussi du canot. C'est ça qu'on dit canoë-kayak, tu sais. Fait que canot, ça se fait à genoux avec une seule rame, tandis que kayak, t'es assis puis t'as le pagaie à 2 côtés. Puis en para, ben t'as plusieurs embarcations différentes. T'as des kayaks, mais t'as aussi des va'a qu'on appelle. Fait que t'as comme un canot où est-ce que l'humain est dedans, puis t'as comme un petit flotteur sur le côté, un peu comme les canots polynésiens, genre. Fait que puis là, ils vont pagayer au centre pour avoir un petit peu plus là, de stabilité, parce que souvent, c'est des amputations, c'est des atteintes neurologiques, ça fait qu'il y a un aspect de sécurité aussi, puis de simplement là, de performance, ça serait parfois un petit peu plus difficile de stabiliser un kayak, fait qu'on y va avec un va'a, ça s'appelle. Moi, j'avais cru comprendre que le canot, c'est comme très unilatéral comme sport, ça ouais. Tu rentres toujours du même bord, t'as toujours la même jambe en avant, t'as toujours le même bras qui est en haut, le même bras qui est en bas. Justement, je me questionne, toi, comme préparateur physique, comment tu le considères, puis qu'est-ce que tu fais par rapport à ça pour les athlètes? J'entraîne pas directement les athlètes de canot, sauf que les athlètes de va'a rentrent toujours du même bord, fait que j'ai cette considération-là à avoir. Mais j'ai aussi un collègue avec qui j'interviens qui, lui, s'occupe des gens de canot, fait que je vois un peu comment ils s'en chargent. Puis t'as comme 2 phases dans l'année où est-ce que t'as la phase de préparation générale, t'as la phase de préparation spécifique, puis souvent dans la phase de préparation générale, tu vas essayer de gérer cette asymétrie-là qui est créée naturellement par le fait de toujours faire une action du même bord. Puis, d'une manière contre-intuitive, alors qu'on se rapproche de la compétition, c'est pas rare qu'on va venir accentuer l'asymétrie, ou du moins arrêter de se soucier de cette asymétrie-là, parce que c'est une adaptation de performance. Absolument. Tout comme des patineurs de vitesse qui tournent toujours à gauche, ou des gens qui font de la track à la course qui tournent toujours à gauche, le corps va se déformer légèrement pour améliorer la performance, puis tu veux pas nuire à cette adaptation-là de performance non plus. Fait que tu veux réduire les risques de blessures qui sont associés à trop d'asymétrie, mais quand c'est le temps de performer, parfois tu vas venir accepter, voire même accentuer l'asymétrie. Je te fais un exemple aussi avec des athlètes d'escrime avec qui j'ai travaillé. Ben, il y a une spécialisation au niveau de la jambe, parce que là aussi, ils sont toujours placés dans la même position, une jambe en avant, une jambe en arrière. Puis la jambe en avant, t'arrêtes, tu fais des changements de direction et tu te repousses. Fait que c'est très, très excentrique, alors que ta jambe arrière te propulse vers l'avant. Fait que très concentré comme action musculaire. Fait que t'as une grosse jambe en avant, parce que la charge excentrique, le fait de toujours absorber le poids de son corps, ça crée une certaine hypertrophie, tandis que la jambe arrière est un petit peu plus petite. Fait que là où je m'en vais avec les asymétries, c'est que en phase de compétition, on va peut-être même accentuer l'asymétrie en faisant juste de l'excentrique avec la jambe avant, puis juste du concentrique avec la jambe arrière, celle qui nous propulse, pour augmenter la spécialisation de chacun des membres pour améliorer la performance. Wow! Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est quand même complexe. C'est un puzzle. C'est vraiment un puzzle, tu sais, de gérer la performance, mais gérer aussi les risques sur la santé de l'athlète. Tu sais, on est là pour améliorer la performance en préparation physique, fait qu'on met l'emphase sur ce qui va améliorer la performance, mais on veut pas y aller all-in là-dessus au détriment de l'intégrité ou de la santé de l'athlète en général. T'sais. Voilà, parce que quelqu'un qui serait pas justement comme spécialisé là-dedans, tu irais un peu différemment. Moi, je conseille souvent de commencer avec la jambe, le côté qu'on pense être le plus faible quand on fait des exercices unilatéraux. Ouais. Normalement, tu irais comme ça aussi. Par exemple, j'y pense moins à quelle jambe faire. Souvent, je vais suggérer, je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi avant aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est, mettons qu'on fait des exercices unilatéraux, ben, je vais demander d'alterner la jambe avec laquelle tu commences. À moins qu'on est dans un contexte de spécialisation, comme je te disais, tu sais.
Puis juste pour ouvrir une porte sur le niveau de spécialisation en paracyclisme, là, il y a encore une plus grande variété, je vais dire, d'embarcations, là. T'as des vélos à main, t'as des vélos en tandem, t'as des vélos tricycles, puis t'as des vélos, je vais dire, normaux, à défaut d'un meilleur terme, là, juste des bicycles, donc d'avoir 2 roues. Fait que t'as aussi à gérer cette différence-là au niveau de l'embarcation puis de comment l'humain interagit avec la machine, tu sais. Fait que ça reste vraiment intéressant comme contexte professionnel. Clairement. Ouais. Puis justement, toi, François, là, comme humain, quand est-ce que ça a commencé à se développer, cette passion-là, justement, pour l'activité physique, pour la kinésiologie? Ça remonte à quand, tu dirais, ton intérêt les pour ça? premières bribes, là, c'est sûrement dans le cours de récréation au primaire, là. C'est mon Ça va moment- loin, là. On va loin, là. mon dans moment le passé, préféré de la journée, T'as clairement. choisi en premier. Ouais, exactement, tu sais, comme, ça construit toute ton identité, comme, ah ouais, tu sais, je suis pas le dernier, je choisis le ballon, je chasseur, tu sais. Ça peut être le fun, le sport. Mais blague à part, tu sais, j'ai toujours été très actif, beaucoup d'énergie à canaliser quelque part pour que les gens m'endurent, tu sais. Fait que le sport, ça a souvent été le buffer pour ça, tu sais. Puis j'ai commencé plutôt jeune, là, tu sais, à 2-3 ans, j'apprenais à faire du ski, puis après ça, le sport de compétition a commencé à comme 6-7 ans, jouer au baseball, j'étais lanceur, puis après ça, j'ai commencé à jouer au foot, puis après ça, j'ai fait du plein air, puis après ça, j'ai fait de l'haltéro, puis de la course à pied, puis de l'escalade, puis juste plein d'affaires. Dans le Puis fond, t'as pas de souvenir de pas avoir été actif dans ta vie, là. je pourrais dire ça. Ouais. À part, mettons, tu sais, j'ai été malade quelques fois, comme pour plusieurs semaines, rien de gros, là, tu sais, mais juste, ce qui me manquait le plus, c'était de pouvoir bouger, tu sais, t'es coincé à l'hôpital, pis t'as ton solité, pis t'attends d'aller mieux, tu sais. Ah, je comprends Puis, tellement. puis t'as juste, je sais pas, là, tu vois ton corps changer trop vite, pis t'es comme, fuck. Mais bien! Plus de mollet. Exactement. Ouais. Fait que non, très peu, voire aucun souvenir où est-ce que le sport faisait pas une partie de comme, soit des meilleurs moments de la journée ou d'une manière de construire son identité en tant qu'humain, tu sais, ça a toujours été là. Puis en kin, Ouais. il te demande un peu qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Puis je me souviens d'avoir répondu à cette question-là du genre, moi, ça me dérangerait pas de travailler avec monsieur, madame, tout le monde parce que je trouvais que c'était autant valeureux que de travailler, mettons, en performance. Puis la vie m'a comme amené à travailler en performance de par les profs avec lesquels j'étais proche, les projets de recherche que j'ai supportés un peu pendant ma maîtrise. Il y a eu des ouvertures à l'INS à ce moment-là, ça s'est fait un peu tout seul. Puis je voudrais jamais revenir en arrière, tu sais. Je suis vraiment très heureux à travailler en performance, mais j'avais pas tout à fait de plan de carrière de faire ça. Tu sais, ça a juste bien à donner, puis je suis content que ça ait fonctionné. Mais si tu me demandes c'était quoi ton plan, il y en a pas de plan. En fait, il y en avait pas, puis il y en a pas plus maintenant. Le but, je sais pas, c'est d'être heureux, puis d'être content au final de sa vie, tu sais, looking back. Mais voilà. Ah, cool. Puis t'en as pas parlé là tantôt quand que tu t'identifiais là, Ouais. comme activité là, mais moi dans le fond une activité que je te connais à travers Joël qui m'a parlé de toi, Ouais. mais je connais aussi le fait que tu as un podcast. Oui. Ouais. Je sais pas si tu peux nous parler de ton podcast Ouais, là, puis certainement. comment que c'est arrivé un peu comme l'histoire là. Ben la genèse du podcast est générée par mon co-animateur Michael. Allô Mike. C'est un peu son idée, dans le sens j'avais en moi le soit écrire un livre, soit un podcast ou juste partager quoi que ce soit. J'ai en moi ce désir de partager là, d'enseigner. Tu sais, on en a parlé un peu hors d'onde. Mais le podcast a comme intérêt de faire la quête de Mike. Donc, le podcast s'appelle La Quête. Puis, Michael, c'est un entraîneur qui a sa business d'entraînement au privé, mais qui a pas d'études formelles en kinésiologie. Puis, on s'est rencontrés quand je donnais de la formation à des entraîneurs qui n'étaient pas kinésiologues, mais qui voulaient quand même apprendre à encadrer des clients. Puis, on a gardé cette relation-là de mentorat puis d'amitié même qui a construit au fil des années. Ça fait presque 10 ans de ça déjà, tu sais. Fait que toi t'es son mentor à lui. Ouais, exactement. Okay. Fait que il m'appelle Maître Yoda ou il fait référence à lui comme Padawan et tout, tu sais. Ah, fait c'est que, bien. Mais j'adore sa curiosité puis j'adore son humilité aussi, tu sais, comme je connais pas tout, j'ai pas eu la vie qui m'a permis d'aller à l'université, tu sais, fait que je veux apprendre maintenant, tu sais. Puis soutenir cette formation continue-là, puis de juste avoir des beaux échanges, je trouve ça cool. Fait que c'est ça le projet de la quête. Fait que c'est de partager du contenu scientifique, vulgarisé, de haute qualité en français. C'est comme notre mission principale.
Puis un peu combattre la désinformation qu'on retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Tu sais, là, on y va quand même beaucoup on sonne une espèce de plan de blocs Lego de où est-ce qu'on construit certaines des théories de base, puis après ça, on va aller plus en détail sur des petits sujets ou sur des mythes, tu sais. Mais on veut donner aux gens les ressources de base pour comprendre l'activité physique. Fait que on a des thématiques sur la musculation, sur le sport d'endurance. On va éventuellement avoir des invités sur la nutrition, sur la physiologie, tu sais, pour que même si on n'a pas d'études formelles en kin, mais qu'on s'intéresse au sport, mais on peut comprendre davantage sur notre entraînement, mais aussi avoir un filtre à bullshit un peu sur que développer ça à la longue, tu sais, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est probablement ça, tu sais. Mais aussi de comprendre pourquoi, puis moi je pense que si tu comprends mieux pourquoi tu fais les choses, ça augmente ton buy-in, ça augmente ta motivation. Fait que si ça peut amener à plus de motivation chez les gens, ben c'est mission accomplie. Tu sais, plus d'apprentissage, plus de motivation, plus de gens actifs à Montréal, au Québec, dans le monde, ben je vais être content. Moi, j'ai écouté honnêtement tous les épisodes. J'allais dire, sauf un, il manque celui sur le vélo. Je m'excuse, j'ai un peu moins d'intérêt pour le vélo que pour la course, mais j'adore. Même moi, comme spécialiste, je trouve que c'est tellement bien dit. Ça me redonne même des idées de comment l'expliquer, puis je le recommande vraiment à tous. Allez écouter ça, la quête podcast. Non, c'est vraiment gentil. Tout à votre honneur, là, c'est vraiment bien fait. Vous en savez quelque chose, là, un podcast, c'est du temps. Si vous pensez que vous avez du temps de lousse, partez pas un podcast, ça va disparaître. Mais blague à part, c'est une belle aventure, c'est le fun, c'est challengeant, mais c'est enrichissant à la fois. Puis ça, c'est un peu comme un parallèle pour le sport aussi. Le sport, c'est le fun, c'est enrichissant, mais c'est aussi challengeant. Fait que si on peut se soutenir là-dedans, avec plaisir. Puis s'il y a des gens qui écoutent, qui veulent aller découvrir le podcast, ça me fait plaisir, mais ce qu'on veut surtout faire, c'est bâtir une communauté, puis s'il y a des gens qui ont des questions, le but, c'est de faire œuvre utile, t'sais. Fait que partageons, puis grandissons ensemble. Ça fait super cheesy, mais c'est quand même important pour moi, dans cette aventure. Puis moi, en fait, je m'intéresse beaucoup au podcasting depuis quelques années, là. Puis je suis vraiment embarqué là-dedans, plus comme dans les podcasts anglophones. Ouais. Mais je trouve, tu sais, plus j'en apprends, là, plus comme en français québécois, là, il y a encore beaucoup de potentiel dans tous les sujets, là, je dirais pas juste l'entraînement, là, mais dans tous les sujets. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment, tu sais, comme quand quelqu'un me demande le podcast ici, là, je dis français québécois, français canadien, comme je veux vraiment comme tu sais, inculquer ça puis populariser ça dans tu sais, comme j'aime bien la quête là. J'aime bien comme le langage que vous utilisez, ça représente bien comme notre géographie aussi autant que les personnes qu'on côtoie à chaque jour là. Fait que ça je trouve ça cool. Bon point, puis ça me touche que tu aies les mêmes intérêts en lien avec pas juste la langue française mais aussi que le langage représente l'humain, tu sais. Puis j'ai le même parcours que toi avec l'exposition à l'anglais, tu sais, surtout l'anglais c'est la langue de l'apprentissage principal. Fait que tu sais, si mettons en kinésiologie, tu fais de la formation continue, tu dois pas mal la faire en anglais, ta formation continue, puis les articles que tu vas lire, les textbooks que tu vas lire, tout est en anglais. Fait que je partage le même intérêt que toi par rapport au français. Tu sais, l'anglais c'est la langue de l'apprentissage. Si tu fais de la formation continue, surtout en kin, les textbooks, les papiers scientifiques que tu vas lire sont automatiquement en anglais. Si t'attends la traduction française, tu vas être 15-20 ans en retard parfois, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment un impératif, mais j'ai le même parcours que toi, puis ça me touche parce que en lisant beaucoup d'anglais, puis en réfléchissant en anglais, tu dénatures légèrement ta pensée, parce que c'est pas la pensée de ta langue maternelle, puis depuis comme, je sais pas, 3 à 5 ans, ce que je lis, mettons, pour le plaisir, mettons, quand que la journée finit pis c'est le temps de s'endormir, genre, je lis beaucoup de Québécois, tu sais, francophones, mais encore plus Québécois, parce que on dirait que ça me touche plus qu'avant de me faire parler de la manière que je réfléchis, tu sais. Puis si on peut amener du contenu scientifique, pour revenir à la quête, si on peut ramener du contenu scientifique en français qui est ancré dans la réalité de nos auditeurs, ben c'est encore plus mission accomplie, pas juste au niveau du partage du savoir puis d'être utile, mais d'avoir quelque chose qui résonne puis qui est vraiment, tu sais, je veux dire géolocalisé, tu sais, qui est vraiment ancré dans notre réalité. Ça c'est cool. Puis tu sais, je débat avec l'utilisation des anglicismes des fois. Avec Mike, on en parle puis je suis comme on va la reprendre, tu sais, j'ai trop parlé en slang ou en anglais, tu sais, mais je trouve ça important de pas
travestir les influences qu'on a de l'anglais, tu sais. Pas trop, parce que la défense de la langue me tient quand même à cœur, mais faut pas non plus vivre dans le passé, tu sais. La langue, c'est dynamique, fait que c'est quand même un gros sujet, là. Est-ce que tu le fais en français ou pas, ton contenu? Ouais, c'est une décision qu'il faut que tu prennes au début. Là. Ouais. Puis moi, au fait, avant d'être dans le monde de l'entraînement, au fait, j'étais dans le monde, on va dire, de la linguistique. Là. J'ai étudié en linguistique informatique. Nice. Fait qu'à l'université, c'est un peu ça. J'ai travaillé pendant plusieurs années comme dans le domaine informatique là, et linguistique. Mais ça fait que tu réfléchis à ça, tu réfléchis à la langue, tu réfléchis à comment que les gens communiquent ensemble, la communication, puis tout ça, puis tu sais tu t'intéresses à ça là. Ouais. Puis tu sais je peux être intéressé par des choses hyper geek par rapport à ça. Ouais. Puis je peux être intéressé autant par quelqu'un qui tu sais comme on dirait comme la linguistique moderne, on va dire quelque chose qui comme des nouvelles expressions dans le vocabulaire là. Puis qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi que tu sais juste comme les anglicismes on parlait tantôt, pourquoi là les utiliser, lesquels sont plus populaires. Fait que c'est des choses qui sont très intéressantes. Puis dans le monde de l'entraînement, il y en a quand même plusieurs là. Puis moi je vois toujours ça, est-ce que ça facilite la communication? Mm-hmm. Est-ce que tu sais pour moi c'est plus qu'est-ce qui est important, c'est plus la communication là, que la langue qu'on va utiliser ou même le vocabulaire qu'on va utiliser. Est-ce que la personne a compris? Oui. Bon, mission accomplie. Tu as raison, tu sais. Puis ça, à tort, je pense que souvent, je conceptualise le langage comme étant il faut que ça soit parfait, tu sais. Et non pas quel est l'objectif de la communication, tu sais. Le but de la communication, c'est d'être compris puis c'est de créer un changement chez la personne à qui tu parles, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant de pas trop se juger quant au langage utilisé puis de juste se dire c'est quoi le but de mon message, c'est quoi l'essentiel, puis c'est d'être compris, puis c'est de ça connecte avec la personne à qui tu parles, c'est comme nous en ce moment ici. Exact. Non, c'est super intéressant. Okay. Ben, je reviens un petit peu à toi comme être humain, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, on veut parler, oui, de ce que tu fais, mais aussi de qui tu es. Puis, je me demande, ça ressemble à quoi, en fait, ta semaine typique, justement, toi, non seulement avec ton travail, mais tu t'entraînes, j'imagine, pour toi, pour tes objectifs, à travers tout ça. Fait que, mettons, si on passe du lundi au dimanche, là, en gros. Ouais. OK. Je vais essayer de rendre ça pertinent, tu sais. Je me brosse les dents, j'ai ma soie dentaire. J'essaie d'utiliser plusieurs blocs dans ma semaine. Il y a des impératifs, il y a des trucs qui peuvent pas changer, puis je vais bâtir mon horaire autour de ça. Okay. Dans les choses qui changent pas ou les grandes priorités de ma semaine, ça va être les entraînements avec mes groupes. Fait que ça, c'est ce qui est pas mal immuable. Les horaires changent un peu à la semaine. Ça, t'en as tous les jours? Non, j'ai une particularité où est-ce que il y a certains de mes athlètes qui s'entraînent même pas à l'INS. Ah, OK. Fait que ça, c'est en plus de la gestion d'athlètes à distance. Ça, c'est un des défis. Mais pour les groupes qui s'entraînent à l'INS, il y a les gens de handball, les gens de canoë-kayak quand ils sont en ville, parce que pagayer au Québec l'hiver, ça marche pas. Fait que souvent, on s'exile en Californie, en Floride. Quel en piscine, il n'y a pas de travail en piscine. Parfois, si les coachs sont ouverts d'esprit, travailler les starts ou travailler avec des courroies qui sont résistées. Tu sais, mais c'est juste tough de les accrocher sur les bateaux parce que c'est des monocoques puis tu veux pas les endommager. Exactement. Tu sais, mais ça c'est fait dans le passé. On a fait des trucs en piscine, mais ça arrive pas souvent. Principalement parce qu'il y a pas beaucoup d'athlètes au Québec. Souvent, sont tous dans le Canada. Puis il y a un très grand pôle d'entraînement dans l'Atlantique. Donc dans les provinces maritimes, c'est là que la plupart des athlètes sont. C'est combien d'heures par semaine? Environ, là, une semaine normale pour toi? Une semaine complète de travail, mettons, c'est techniquement 35 heures. Je vais continuer à faire ça des guillemets pendant comme 5-6 mois à peu près. Mais non, c'est pas si mal, tu sais, on a une belle autonomie, on a la chance d'avoir une réalité professionnelle qui est quand même, ils savent que notre vie est pas prévisible de 9 à 5 puis tu vas jamais travailler la fin de semaine. Tu sais, c'est plus, arrange-toi pour que ton travail soit fait. Ouais. Du lundi au dimanche. Si tu en travailles la fin de semaine, tu vas essayer de reprendre ton temps, mais
ça arrive pas toujours, tu sais, souvent, il y a des impératifs qu'il faut livrer, mais je reviens à mon horaire, fait que, tu sais, t'as tes entraînements avec tes groupes, mettons de 1 à 3 heures par jour pour moi, mais je fais partie de ceux qui ont le moins gros caseload d'athlètes présents à l'INS sur une base quotidienne. Fait que j'ai beaucoup de travail à distance, ça, c'est une particularité de mes tâches, juste parce que tous les cyclistes sont soit à Bromont ou distribués dans le Canada. Les gens de canoë-kayak sont soit dans l'Atlantique, un peu au Québec, sinon dans le reste du Canada aussi, puis on va avoir des moments en camp d'entraînement, à la fois en cyclisme qu'en canoë-kayak, puis à ces moments-là, ben, toute ma journée va être consacrée au sport, tu sais, fait que du testing, de l'entraînement, des séances clés, là, soit sur piste, soit sur route, soit sport à eux, exactement. routine. Exactement. Puis moi, ça, je rentre mon entraînement quand je peux. Souvent, je vais essayer d'en faire, au minimum 1 par jour. Okay. Si je peux en fitter 2, ça va être matin-soir ou midi-soir. Toujours de la muscu. Je sais que tu es une grande fan de muscu. Fait que malgré que je fais du sport d'endurance, j'aime aussi faire de l'haltéro puis faire de la force. Fait que je traîne ma carcasse dans mes entraînements d'endurance avec mes 95 kilos, tu sais. C'est ça. Fait que, puis après ça, développement professionnel, lecture, gérer les courriels, communication avec les membres de l'équipe de soutien intégré, IST qu'on appelle en anglais, Integrated Support Team, communication avec les courriels, avec les athlètes qui s'entraînent pas à l'INS, revoir des programmes, faire du suivi sur des blessures. Puis après ça, t'as tout ce qui est accompagnement de performance. Fait que test physique, optimiser l'entraînement, gérer les grandes lignes de la périodisation avec le coach. C'est vraiment plusieurs aspects qui sont pas juste tu fais une séance avec ton client. Tu sais, dans ma semaine, sur mettons, on va dire 40 heures, j'ai peut-être 5 à 10, 15 heures en intervention directe avec les athlètes. Le reste du temps, c'est soutien à la performance ou projet d'équipe sur, je sais pas, culture, préparation mentale. On va travailler avec d'autres spécialistes. Donc, il y a une belle collaboration avec plusieurs spécialistes. Et c'est un peu ce que l'INS apporte aussi. Tu sais, t'as nutritionniste, préparateur mentaux, psychologue, médecin, physiothérapeute, t'as les coachs, t'as les analyses de performance, t'as des biomécaniciens, t'as des gens qui analysent les données, donc physiologistes. Fait que t'as vraiment plusieurs professions qui gravitent autour des athlètes, puis nous, on travaille en collaboration pour soutenir la performance. Fait que c'est dur à répondre à la question qu'est-ce que mes semaines ont l'air, parce que est-ce que je suis au Québec ou je suis à l'étranger, en camp ou en compétition? On est-tu en période de compétition, on est-tu en période de préparation générale, puis en fonction si t'as des sports d'été ou des sports d'hiver dans ton caseload. Ouais. Si t'as les deux, ben là, c'est tough parce que c'est pas le même cycle, puis si t'as plusieurs sports qui sont tous de la même saison, c'est aussi difficile parce que la rush arrive en même temps. Fait que t'as cette jonglerie d'horaires-là qui reste présente, puis après ça, la fin de semaine, souvent, je vais rattraper un peu soit des courriels, des lectures, je vais m'occuper des clients privés que je coach, j'ai quelques athlètes d'endurance, fait que je vais m'occuper d'eux la fin de semaine, puis après ça, c'est reste du temps, famille, amis, copines et autres, ça rentre un peu d'un crack, là, mais c'est des bonnes semaines. Mais au fait, peut-être comme une façon de peut-être mieux comprendre ta réalité là, je dirais chez les entraîneurs peut-être combien de clients tu supportes, je dirais par présentement dans une semaine. 10, 20, 30. Au privé, j'ai 10 personnes. Okay. Puis après ça, c'est tout à distance par contre. Ouais. Puis en cyclisme, c'est 13. Fait que 23. Ouais. Puis après ça, canoë-kayak, c'est 11. 8 plus 3. 11. OK. 30-35 athlètes là, à supporter par semaine là, qui... Ouais, ben honnêtement, moi, ça ressemble à ça aussi. C'est tough, là, quand même. Oui, je considère c'est en masse du temps plein, même du temps plein plus. Ouais, vraiment, là. Puis, absolument. Si tu veux être présent, c'est tough. Si tu veux juste, comme, je sais pas, rouler là-dessus puis faire le minimum, c'est plus facile. Le mot que tu as dit tout à l'heure, là, individualisation, que moi non plus. C'est tellement dur. Individualisation, à cause de ce côté-là, c'est ça qui fait en sorte que c'est comme exigeant d'avoir chaque athlète de plus et plusieurs heures de plus finalement dans ta semaine. Ouais, c'est super difficile. Vraiment. C'est dur quand tu as à cœur la relation humaine, tu sais, parce que
des fois, je compte la quantité de personnes que j'ai textées en une journée, pis des fois, c'est scandaleux, mec. J'étais genre 62, là. C'est comme... fait que t'as l'impression que t'es pas vraiment en train de travailler, t'es juste en train d'entretenir la relation, tu sais, t'es pas juste en train de parler de la fin de semaine, tu sais, tu t'analyses des workouts, tu donnes du feedback, puis mais t'as aussi l'aspect un peu genre, t'envoies des gifs, t'envoies des memes, puis tu sais, tu construis une relation athlète-coach, tu sais, puis ça, c'est quand même drainant à la longue, tu sais, mais si tu veux faire un bon travail, moi, j'y crois beaucoup, là, à la connexion humaine, mais défi. Puis j'imagine que les deux, vous avez un peu testé ça. T'sais. Comme moi, comme dans l'entraînement, j'ai testé ça. Là. À un moment donné, j'ai essayé de travailler des 30-40 heures, puis comme c'était pas pour moi. Là. Puis j'ai trouvé comme moi, mon sweet spot, c'est 20 à 25 heures que je pouvais donner. En présentiel. Ouais, c'est ça, en présentiel. Parce que, veux pas, quand t'es dans l'entraînement, oui, il y a les gens en présentiel que tu portes, mais toi, tu passes aussi du temps dans le gym, tu sais. Là, je disais, non, je peux pas passer comme 50-60 heures dans un gym, là. Comme ça marchait pas pour moi, là. Puis vous, tu sais, c'est quoi votre sweet spot, votre limite, là, tu sais? Ça ressemble vraiment beaucoup à ce que tu viens de dire, là. Comme en ce moment, c'est ça, comme autour de 20 heures d'heures de présentiel. Puis tu sais, ils sont pas toutes collés ces heures-là, fait qu'il y a comme des gaps, mettons, entre un semi-privé, entre une séance de groupe qui peut être 15-30 minutes, mais finalement, c'est comme en continu parce que les gens, on parle avant, on parle après, comme tu dis, le côté social, on s'informe sur comment ils vont, qu'est-ce qui se passe avec eux, fait que c'est tout s'allonge, puis effectivement, comme moi, j'ai aussi, mon bagage d'éducatrice physique, fait que j'ai enseigné l'éducation physique, ça aussi, c'est super drainant. Mais juste enseigner, en fait, ou comme tu dis, donner ce qu'on est à l'autre personne, s'assurer que tout se passe bien. Comme il y a comme une fatigue cognitive ou psychologique qui s'installe, puis c'est ça, trop en faire, de toute façon, t'es plus efficace. Je me sens pas du tout à mon meilleur si j'en fais plus qu'à peu près ça, là, j'ai 20 heures. Passer ça, c'est un peu du présentéisme. T'es là, tu sais, mais d'un point de vue psychique, je sais pas, là, t'es un peu drainé, tu sais. Puis la fatigue de compassion, c'est une vraie chose et ça existe. Là, tu sais, surtout les thérapeutes ou en tout cas les gens qui travaillent one-on-one dans des pièces fermées. Les gyms, c'est pas si pire des fois parce que t'as d'autres mondes, t'as du semi-privé, tu peux interagir avec d'autres collègues, fait que ça change un peu le flow. Mais quand ou mettons, quand t'es un psychologue, je sais pas, t'es toujours connecté à la personne, ça draine au bout. Puis des fois, tu peux même faire des burn-out émotifs. Là, tu sais, physiquement t'es correct, là, mais genre t'as plus rien à donner. Aux gens avec qui tu interagis. Heureusement, ça m'est pas encore arrivé, mais c'est une vraie chose, là, tu sais. Fait que quand tu disais que tu as une limite de clientèle, je comprends ça tout à fait. Puis c'est en partie pourquoi je me considère si chanceux, c'est que j'ai pas tant d'athlètes en présentiel d'une manière récurrente à toutes les semaines. Tu sais. Fait que j'ai la chance d'avoir... Des fois, je suis all-in, je suis sur le plancher, puis après ça, je vais passer 3-4 heures non-stop sur mon ordi à faire des trucs, tu sais. Fait que ça permet plus de longévité que toujours être on avec des clients sur le plancher, mais je l'ai fait chez Nautilus Plus jadis, back in the days. Exactement. Puis tu sais, je me souviens, j'avais des semaines de comme, je sais pas, de 25-28 heures quand j'étais en train de faire ma maîtrise, tu sais. Oh mon Dieu. je me rends compte à quel point j'avais de l'énergie jadis versus maintenant, tu sais. Mais ouais, c'est un apprentissage à la dure parfois, mais tu te fais ton œil de préparateur physique ou d'entraîneur, tu vois plein de gens, t'apprends à connecter avec le monde parce que tout le monde est différent, puis des fois dans ta journée, tu vois des clients arriver dans ton air, t'es comme faut comme que tu te craignes parce que tu sais que ça va être tough, tu sais, parce que mon Dieu que c'est bizarre avec cette personne-là ou versus d'autres, t'es comme sweet, je sais pas, Guylaine, j'adore Guylaine, tu sais, fait que là t'as comme tes moments on et off dans la journée, tu sais, mais tout ça, ça reste quand même un travail qui est très très humain. Là, oui, je suis vraiment contente je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on en discute aujourd'hui, mais je suis vraiment contente parce qu'il y en a, je sens, c'est pas de la jalousie, mais des fois, des gens quand je sens comme, toi, ton travail, c'est facile, tu t'entraînes, je suis comme, non, c'est pas mon travail, c'est pas de m'entraîner moi, c'est d'entraîner d'autres personnes. Ouais.
Puis ouais, il réalise pas justement c'est quoi les exigences en lien avec ça, mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir une autre personne qui le vit puis qui reconnaît aussi ces choses-là. Il y a une chanson de rap que j'aime beaucoup de Cypress Hill qui dans la chanson il dit It's a fun job but it's still a job. Oui, exactement. Il parle de la job de rappeur, fait que je suis pas rappeur là, tu sais. Exactement, quelle chanson. Exactement. Fait que c'est ça souvent. Tu sais, l'herbe est plus verte chez le voisin. Ouais. Quand tu connais pas la réalité contextuelle de quelqu'un, tu peux facilement faire un jugement. Mais puis tu sais, on va pas mentir. Moi, je suis privilégié d'avoir la job que j'ai quand même. Je vais certainement pas me plaindre. C'est une passion, je comprends. Tu sais, ça prend une certaine dose de feu sacré pour porter cette charge de travail-là, puis de toujours donner le mieux que tu peux dans les interventions avec qui tu interagis, mais aussi avec tout ce qui est planification puis l'équipe de soutien. Tu sais, il faut que tu fasses fonctionner l'équipe de soutien avec ta personnalité, celle des autres. Fait qu'il y a beaucoup de, je sais pas, de fine-tuning de personnalité, on va dire. Fait que c'est sûr que de l'extérieur, ça a l'air facile. T'es comment, ben oui, tu fais le clown dans le gym pis t'entertaines le monde easy, tu sais. Pis t'es payé. Ouais, ça, tu manges toujours. Ça, je pense que c'est comme un requirement d'être entraîneur. Faut toujours que tu sois en train de manger pendant que t'interviens, tu sais. Mais blague à part, it's a fun job, but it's still a job. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Fait que François, tu nous as parlé beaucoup de ta semaine de travail, mais j'aimerais en savoir davantage sur ta semaine d'entraînement. Puis au fait, comme toi, comme athlète, tu t'identifies comme quel type d'athlète? Je dirais que j'ai pas rapport. En général, je suis bon dans rien. C'est ça. Ben, je dirais que t'es mais plus t'es en shape, là, quand même. J'essaye, là. T'es en shape. Mais, c'est relatif. Je suis bon dans rien. Mais je suis motivé dans plein des affaires. OK. Fait que, tu sais, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Tu sais, je viens d'un background de sport collectif, mais une fois que tu prends ta retraite de ton sport compétitif, on va dire, il y a comme un flou là qui s'installe. Parce qu'en kin, c'est plus facile parce que tu peux quand même t'entraîner quand t'étudies. Oui, exact. C'est un des rares bacs que tu peux faire. C'était quoi ton sport collectif que j'ai joué au foot, moi, le gros de... Quelle position? Ouais, quelle position? Oh, quarterback, QB! Ouais, exactement. Pour quelle équipe? J'ai joué, dans le fond, et scolaire et public. Fait que dans le fond, j'ai joué pour ma ville pendant un temps, à Laval-Nord, Vikings. Je sais même pas si ça existe encore. Mais puis après ça, j'ai joué au Cégep, puis il y a un groupe, puis après ça, au Carabin, de l'Université de Montréal. Mais une fois que tu finis ta fait que t'étais le number one QB, là, non, j'étais bien réserviste. Je pense pas que j'étais assez bon pour faire l'équipe. Tu sais, je suis resté 1 an, à peu près. OK. J'étais souvent blessé, j'étais pas heureux, bref. Ensemble de facteurs qui font en sorte que j'ai pas fait, mettons, les 5 années universitaires que j'aurais pu faire selon les systèmes d'éligibilité. Mais je pense que même si j'étais resté 5 ans, j'étais pas assez bon. OK. Il y en avait qui étaient très fort, bons. Hein? C'est quand même au niveau universitaire. C'est très bon. Tu sais, mettons, pour un Québécois, souvent, c'est le plus haut niveau pour un carrière. Parce que dans la CFL, c'est tous des Américains. Dans la NFL, mais t'as joué des games? T'as joué des games avec les Carabins? T'as jamais joué? J'ai fait 1 an, j'ai pas été habillé. Comme Rudy, là. Genre, mais Rudy a un film sur lui, pas moi. Ça sent bien. Exactement. Je préfère Radio dans les sports dans les temps. J'ai plus de chance à imiter Radio que Rudy. Anyway, fait que une fois que tu prends ta retraite, il y a comme un flou qui s'installe, puis tu peux explorer beaucoup en kin parce que t'as des plateaux qui sont à ta disposition, tu sais. Puis j'ai aussi fait beaucoup de rencontres fortuites dans le monde du plein air en ayant travaillé chez l'Accordé, puis ça a créé des amitiés de longue date qui sont encore actuelles à ce jour. Tu sais. Puis là, ça m'a permis d'explorer un pan de vie que j'aurais pas pu avec mes parents qui étaient pas très très plein air. Tu sais, on fait du ski au Mont-Gabriel quand j'avais 4 ans, tu sais, mais c'était à peu près ça là, les démarches exploratrices de mes parents. Tu sais. Fait que là, en ayant des groupes d'amis sportifs, t'explores plein de choses de plein air. Il y a des trucs que t'aimes, que t'es moins bon. En tout cas, tous mes amis sont plus en forme que moi, fait que c'est facile, t'es moins bon dans tout. Fait que puis après ça, sport d'endurance a commencé quand un de mes amis
a voulu faire un Ironman, puis il était comme, j'ai pas envie de le faire tout seul, est-ce qu'on le fait ensemble? Ah, fait que t'as fait un Ironman. Ouais. T'as commencé avec un Ironman. Ben, j'ai bâti, mais tu OK. En tant que professionnel, Exactement. est-ce que c'est ce que tu suggères? Ben, non, mais tu sais, j'ai fait un sprint, après ça, j'ai fait un olympique, voilà, puis ça, j'ai fait ça plusieurs va. demi, puis ça, j'ai beaucoup fait, de sens, ce ouais. que tu dis. Mais j'ai jamais fait d'Ironman proper, j'ai juste fait le Canadaman, ben, je pense pas que je peux dire ça, là. Juste le Canadaman, Ouais, c'est mais ça. C'est quoi le Canadaman? C'est un triathlon extrême. En fait, c'est un Ironman extrême qui appelle. Fait que dans le fond, ça se fait au lac Mégantic, celui du Québec. Fait que tu nages dans le lac, mais tu fais 3 boucles c'est 3.8. Fait que tu fais 3 boucles de 1.2, je pense, puis tu cours sur la plage entre chacune de tes boucles. Fait que tu sais, pour ceux qui font de la nage ou du triathlon, ils savent que quand tu sors de l'eau, t'es étourdi, pis t'as souvent un peu envie de piou. Exact. Fait que là, tu fais 3 loops de ça, coucher debout, c'est super. En wetsuit, non? En wetsuit, pis tout. Là, tu cours en wetsuit. Ouais, tu cours sur la plage. Mais c'est pas très long, c'est comme peut-être 200 mètres, mais Ok. assez pour être sûr que je fais J'y retourne. au flambeau, là, tu sais, le soleil n'est même pas levé encore presque. Anyway. Puis là, t'embarques sur ton vélo, puis là, c'est la route des sommets du Mont Mégantic, Wow. puis tu finis avec un marathon en montagne. Ben, en tout cas, en trail surtout, mais tu finis avec l'ascension du Mont Mégantic. Fait que c'est les distances à une man, mais dans ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, t'es pas supporté, t'as ton équipe qui t'accompagne, le parcours offre aucun ravitaillement. Fait que t'as du monde qui te suivent en char avec des glacières puis essaie de gérer ton état émotif changeant. T'as des fois, c'est quasiment mieux, peut-être, là, ça. Moi, j'ai adoré mon expérience une fois que c'était fini, tu sais, dans le sens où je me suis blessé genre une semaine avant, fait que je l'ai fait un peu à l'arrache, là, tu sais, ça a pas été une belle expérience, là. Mais C'était en quelle année, ça? C'était juste après la pandémie. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. 2022, OK. 3, assez récent, là. C'était vraiment 22, je pense. C'était pas l'année passée. 2022, je pense. Ouais. C'était assez récent. Puis c'était une belle aventure, puis tu le fais avec plein de monde, tu sais, je le faisais avec mon ami. On l'a fait ensemble tous les deux. On avait chacun notre crew de soutien. Puis tu fais toi-même ton plan de nutrition, tu fais toi-même ton plan de ravitaillement. C'est vraiment une chouette aventure. OK. Je le recommanderais quand même. Okay. C'est juste, c'est beaucoup de souffrance quand tu le fais blesser, tu sais, mais il y a une partie de moi qui a envie de le refaire. Ben non, c'est ça, mais ça a l'air beaucoup de souffrance. c'est là je m'en ai, j'ai envie de le refaire. Aussi, puis ça me semble vraiment difficile Ouais, c'est quand ce même que tu me décris. C'était quand même une commande. Ouais. C'est un effort de combien d'heures? Ben moi, ça m'a pris 15 heures le faire. Puis, c'est respectable. Mais là, après ça, je me demande si j'avais pas été laissé combien de temps j'aurais fait. T'sais, la partie vélo, je l'ai fait pendant le plus vite que j'aurais pu avec ce que j'avais, puis c'est la course à pied qui a été vraiment difficile. C'est quand même un bon cycliste. Oui, je veux dire, pour mon poids, je suis un bon cycliste. T'sais. C'est un marathon là que t'as à faire. Ouais, exactement. Fait que t'as une partie de trail plutôt plate, ou en tout cas vallonneuse, pour comme, je pense que c'est 25 ou 30 kilos. Après ça, tu viens avec 12 kilos de comme, tu montes la montagne. Ouais. C'est quand même un projet. Wow. Ouais. Mais c'était super le fun. Incroyable. Ouais. OK. Ça, c'est au Mont Mégantic. Exactement. Ah, OK. Ouais. Fait que le Canadaman, ça s'appelle. Puis ça fait partie d'une série de triathlon extrême. T'en as en Patagonie, t'en as en Écosse, t'en as à d'autres places dans le monde. Mais je reviens à ta question sur c'est quoi le sport, tu sais. T'es quel type d'athlète? C'est ça, je suis un type motivé, mais bon dans rien, quand je vous disais, tu sais. Fait que j'ai exploré plein de trucs, la course à pied, le triathlon, l'haltéro. J'ai fait un peu de CrossFit au début là, de la vague. Mais mon cœur de kin avait un peu mal à regarder certains des workouts, puis je me disais pas que j'allais survivre si je faisais du CrossFit. Tu parles à quelqu'un qui coach le CrossFit. Ben, dans le sens, je voulais aimer ça, mais j'avais tout le temps mal quelque part, puis le contexte de groupe qui fait que plein de gens adorent ça, moi je trouvais que ça me poussait trop, puis que je sortais de ma bonne posture, tu sais. Fait que j'avais moi j'ai une vision plus large du CrossFit là, que tu sais, il y a, je pense, tu sais, comme moi je vois ça vraiment comme l'entraînement fonctionnel, puis on en a jasé avec Joël aussi là, comme là il y a d'autres termes qui sortent là qui sont comme un peu populaires comme l'athlète hybride, tu sais, il y a aussi comme le, je sais pas, un compétiteur au CrossFit maintenant que c'est quelque chose qui s'appelle le Hydrox. Fait que c'est un peu comme les athlètes hybrides là, c'est comme le CrossFit ou l'entraînement fonctionnel, mais avec comme beaucoup plus d'endurance là, tu sais, avec un focus vraiment plus élevé sur l'endurance.
Fait que, tu sais, c'est tout intéressant pour moi. Ouais, je trouve ça. C'est une des choses qui a vraiment beaucoup de valeur avec le CrossFit, c'est la démocratisation de l'haltérophilie comme méthode d'entraînement, tu sais. Un peu la gymnastique aussi, mais je trouve que pour moi, en tant que kin ou en tant que préparateur physique, qui utilise des mouvements d'haltéro, pour ça, le CrossFit a amené beaucoup de popularité puis d'intérêt au fait de faire des gestes explosifs là avec des barres puis de meilleure qualité, tu sais. Puis ça reste une des grandes méthodes d'entraînement en préparation physique, l'haltéro. Est-ce que tu l'utilises encore? Ouais. Ben, tu sais, dans un contexte parce que la plupart de mes athlètes, c'est des athlètes para, je vais souvent faire des variations ou pas du tout selon, tu sais, les limitations fonctionnelles et aussi selon la pertinence aussi, tu sais, en tant que cycliste, il y a un niveau de pertinence un peu différent que des kayakistes. Mais oui, tout à fait, j'utilise. Puis est-ce que tu as compétitionné, toi, en haltérophilie? Jamais encore. Quand tu fais ta certification pour être entraîneur d'haltérophilie, ça finit avec une mini-compétition amicale, tu sais. Fait que j'ai fait ça, mais genre très, très amical, là. Mais ça aussi, tu sais, je pense que si j'essayais de compétitionner dans quoi que ce soit autre que, mettons, la course à pied, des courses en trail, il faudrait que je sois vraiment meilleur dans ce que je me lance, tu sais. Fait que si c'est l'haltéro ou si c'est le cyclisme, tu sais, il faudrait que j'en fasse, j'ai l'impression, 2 fois plus pour être performant. T'sais. Puis à l'INS, y en a-tu de l'haltérophilie? Ou il y a des gens qui s'entraînent en haltérophilie à l'INS. Il y a personne qui coach des haltérophiles à l'INS en particulier. Mais oui, tu vois certains de nos athlètes canadiens qui s'entraînent puis oulala. Ils sont bons. C'est tellement beau à voir, là, tu sais, autant sur Instagram de voir des slow-mo d'haltéro ou juste de voir à vitesse réelle des gens qui sont super bons et super forts, c'est comme de la poésie en motion, tu sais, c'est en mouvement, là. Moi, j'aime aussi, comme tu dis, haltéro, puis même la course à pied, là, voir un bon coureur en slow-mo, voir comme sa fluidité sur une piste ou même comme tu dis en temps réel. Moi aussi, ça me semble toujours beau, comme une forme d'art. Totalement. J'ai l'impression que c'est quand t'as un modèle de c'est quoi, mettons, le mouvement parfait, entre guillemets, voir quelqu'un qui le fait ou qui est très très proche, c'est comme oui. C'est comme une beauté à ça, là, tu sais, exactement, c'est possible, tu sais. Nous, on a tout essayé avec nos limitations, tu sais. Puis quand tu vois des gens qui sont pros, c'est presque touchant, c'est comme inspirant, puis ça motive à ce qui est possible d'être fait, tu sais. Puis tu sais, tu parlais un peu comme du CrossFit tantôt, là. Des fois, je pense, c'est une mauvaise réputation, là, le CrossFit. Je pense aussi. Parce que mais je dis pas ça, mais moi, si je regarde plein de sports, tu sais, comme tu veux pas dire à quelqu'un qui s'intéresse, tu sais, quelqu'un qui veut jouer au soccer, qui a jamais touché un ballon, non, joue pas au soccer, là. T'as pas les habilités pour, non, vas-y, joue, tu sais. Ouais. Puis dans tous les sports, il y a des gens qui ont comme la technique parfaite, là, puis dans tous les sports, il y a des gens qui vont jamais toucher au ballon, tu sais, finalement, tu sais, puis tu sais, dans tous les sports, il y a ça, là, tu sais. Puis c'est sûr, tu sais, je pense tu sais, l'entraînement fonctionnel, tout ça, c'est juste, ça a été comme populaire à travers comme les médias sociaux. Puis tu vois 2 choses dans les médias sociaux. Tu vois ceux qui sont vraiment, vraiment bons, puis ceux qui sont vraiment, vraiment comme poches, là, tu sais. Je me demandais qu'est-ce que ça allait dire, dangereux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu regardes tous les sports, il y a ces catégories-là dans tous les sports. Tu peux créer des vidéos de ces types d'athlètes-là. Exactement. Mais c'est ça, au moment où tu le considères comme un sport et non pas comme juste un entraînement ou une méthode, si c'est ton sport, ça fait du sens, comme on va dire, de s'entraîner pour ça puis de bien faire les choses. C'est juste j'ai l'impression que des fois, les gens, ils prennent comme, je me garoche là-dedans, c'est ma façon comme d'essayer de me mettre en forme. Fait que ça devient comme une méthode de mise en forme. Puis je pense que c'est là où des fois, comme la ligne peut peut-être devenir mince, là, entre, tu devrais te préparer physiquement pour faire ce sport-là si c'est ça que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu sais, après ça, c'est comme tu rentres dans pourquoi que les gens font du sport. C'est pour se mettre en forme, mais il y en a beaucoup, je pense, c'est pour tu sais, être en communauté, tu sais, rencontrer des gens, tu sais, trouver l'amour, tu sais. L'amour est dans le gym. Mais non, t'as raison. Puis tu sais, au final, tu sais, en tant que professionnel de la santé, tu veux que les gens soient le plus actifs possible, le plus en santé possible, le plus heureux possible. Fait que
peu importe les leviers qu'on a à activer pour rendre ça possible, faisons-le. Si ça passe par un très grand lien communautaire, comme avec le CrossFit, ou comme d'autres, je vais dire, méthodes d'activité un petit peu sans underground, genre, je sais pas, le skateboard ou le BMX, le whatever, tu sais. Où est-ce que là, l'aspect de comme, c'est pas une secte, mais dans le sens, il y a des codes, puis il y a des structures de relations qui existent dans les gens qui pratiquent ce sport-là, qui font qu'ils vont continuer à le faire parce qu'ils s'identifient à ça. Ben, c'est mission accomplie, tu sais. Mais là où ça accroche peut-être avec le CrossFit, c'est méthode d'entraînement versus méthode de compétition. C'est un peu la même versus quand tu t'entraînes pour le soccer ou tu joues une game. Ouais. Ça se ressemble, mais c'est un peu différent, tandis que là, il y a un petit peu moins de dissociation entre l'entraînement et la compé. Mais, tu sais, au final, tu l'as dit, l'important, c'est que les gens soient actifs, heureux, en santé, puis ils sentent qu'ils peuvent s'accomplir dans une tâche. Puis si c'est CrossFit, let's go. Mais je sais que pour moi, c'était... je m'accomplissais trop à aller chez le physio. Ça, du CrossFit. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que un peu d'endurance, un peu de sport d'équipe, un peu de sport de puissance. Cette année, en 2024, c'est quoi tes objectifs? Beaucoup de courses à pied parce que c'est une année olympique, puis ça amène beaucoup de camps, de compétitions, de voyages, puis la course à pied, c'est le sport qui est le plus facile à rentrer en déplacement, mettons. Fait que des courses sur route, des courses en trail, des courses entre amis, un peu plus en mode social où on s'accomplit tout le monde ensemble, puis le but c'est juste d'être ensemble. Puis à chaque année, j'organise un petit événement cycliste du lever du soleil au coucher du soleil lors de la journée la plus longue, la journée du solstice. Fait que cette année, on va essayer de faire un Everesting, de monter une montagne suffisamment de fois pour cumuler le dénivelé positif. Wow! Je sais pas si on va réussir, parce qu'il y a pas beaucoup de grosses montagnes dans l'est, tu sais, nord-est de l'Amérique. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Au pire, ça va être un peu marron, puis on va faire 62 fois. Ouais, ça serait le fun. Choisissez une autre montagne au pire. Dites qu'est-ce que c'est le plan. On a fait je sais pas, Annapurna, mais c'est haut pareil, ça fait que je sais pas. Mettons le Mont Saint-Sauveur. Mais on a fait un Mont Saint-Sauveur. Ça, c'est réaliste. Ouais, exactement. C'est ça. Ah, c'est pas très motivant, les objectifs réalistes. On dirait que ça va toujours une petite dose de folie. Mais des fois, en plus, tu sais, tu peux dire, une course entre amis, là, tu sais, ça peut sembler plus bas, mais si tous tes amis, là, sont hyper sportifs puis des athlètes, là, ça devient comme un gros challenge. Ben, tu sais, pour vrai, je m'entraîne à l'année pour réussir à avoir du plaisir dans mes activités amicales. Ils sont tous plus en forme que moi. On est allé à Québec dernièrement, puis on a fait ski de fond, fat bike et randonnée alpine, tu sais. Puis comme, je sais pas, ça fait 5 ans que je fais du sport d'endurance, puis je suis encore derrière le groupe. Eux sont tous papas, puis ils sont tous malades aux 2 semaines, puis moi je suis encore derrière. Ben non, on a couru ensemble, puis pour de vrai, t'étais en masse dedans, là. En masse dedans, certain, mais j'aurais pas tant pu aller plus vite, comme pour garder le sourire puis continuer à être capable de chanter des chansons dans le sentier. Ça, c'était ma vitesse, oui. J'étais bien, là, tu sais. Anecdote, là, j'ai fait, justement, Québec Méga Trail avec François l'année passée, puis d'autres amis, et cet homme est un karaoké humain. Pour transporter les gens parfois pendant 9 heures. J'ai entendu sa voix chanter, faire des personnages, faire des blagues. Honnêtement, t'es extrêmement diverse. Ouais, ça, ben, tu sais, t'es entertainer. Je suis quand même assez reconnu pour mon niveau d'énergie au quotidien. Tu sais, vous me demandiez l'activité physique, ça sert à quoi? Ben, ça sert à gérer cette boule-là en moi. Tu sais, j'ai constamment l'air coqué, là, des fois, là, sur la job, on va dire, tu sais. Je sais pas si j'essayais qu'est-ce que ça donnerait comme niveau supérieur, tu sais. Mais ouais, je sais pas, je suis pas très subtil, tu sais, quand je suis là, souvent on sent ou on l'entend. Est-ce que tu t'identifies comme un hyperactif ou non, je pense non? pas. Non. Comme, dans le sens, je suis pas genre toujours en train de gosser sur quelque chose puis pas capable de canaliser mes pensées, tu sais, je pense que ça va, tu sais, je peux être immergé dans une tâche pendant 5 heures sans bouger, tu sais. Fait que ça, j'ai ça en moi, tu sais. Mais c'est plus il y a un niveau d'énergie présent en moi que je sais pas si je l'ai à cause que je suis super actif, fait que j'ai de l'énergie pour en donner plus, ou c'est le sport qui me permet de canaliser ça, tu sais, mais je pense pas que je me décrirais comme hyper actif vraiment, par contre.
Tout plus hyper motivé. Hyper motivé. Hyper motivé. OK, on va faire un nouveau segment. Puis, en fait, c'est inspiré de, je sais pas si tu connais le magazine Men's Health. Je connais le magazine, mais je peux pas dire que je l'ai lu, je pense. En tout cas, il y a un magazine Men's Health, puis il y a aussi comme c'est pas un vidéo podcast, là, mais des vidéos entrevues là, avec des célébrités. Là. Okay. Puis ils vont... J'ai hâte de voir. Ouais, puis ça s'appelle comme My Fridge and Gym. Okay. Fait qu'ils vont chez les célébrités, puis ils regardent qu'est-ce qu'ils ont dans leur fridge. Okay. Puis là, tu sais, la personne, tu sais, souvent, c'est des gens en shape, comme The Rock. Puis là, on voit comme... OK, c'est protein shake. Qu'est-ce qu'il mange? Son meal prep. Il explique tout ça. Puis pour quelqu'un qui s'intéresse à comme à ce monde-là, tu trouves ça intéressant. C'est ça, comme je sais pas à quel point si c'est ça ou pas là. Mais après ça, tu vois son gym personnel, à quoi ça ressemble. Puis il y en a qui, tu vois, OK, c'est plus comme un style bodybuilding. Puis il y en a d'autres que c'est non, eux, c'est du treadmill, c'est du cardio, c'est de la corde à sauter, là. Fait que je me suis inspiré de ça pour créer une série de 10 questions. Right. Ça va être des questions en rafale, puis j'aimerais t'y poser. Bring it. You ready? Allons-y. OK. T'es notre célébrité. T'es notre célébrité, là. Les gens veulent être comme toi. Et les gens veulent voir mon frigo. Oui. Moi, je suis intriguée, en tout cas. C'est tout. Fait qu'il y a 10 questions. Allons-y. OK? Première question. Heure d'entraînement. 7h AM ou 7h PM? 7h PM. Pourquoi, le soir? Parce que je suis plus performant puis j'ai de la misère à me réveiller. Ah ouais? Moi, c'est l'inverse, là. Ah ouais? À 7h PM, là, j'ai plus d'énergie, là. Moi, c'est le pic physique, puis le 7 AM, c'est le pic mental. Fait que souvent, je vais faire comme un blitz. Si, mettons, je peux décider ma journée idéale, c'est genre blitz de productivité cérébrale, premier entraînement, pause, mettons, manger et un autre café, des cafés, si possible. Puis après ça, d'autres travail, puis un dernier entraînement vers 7-8 heures. Okay. Ouais. Toi, Joël? Ouais, moi aussi, je m'entraînerais plus de soir. En fait, je m'entraîne plus de soir que le matin. Même des fois, c'est vraiment à la fin de la journée, là, proche de 9 heures le soir. Puis c'est mieux que le matin. Même après mon premier café, là, ça me prend un petit peu plus de temps. Ouais. J'ai la digestion aussi, sinon négligeable. Quand tu times ça, c'est pas parfait. Intéressant. OK, question 2. Oui. Squat ou deadlift? Squat. J'adore les jambes en général chez les gens. C'est une des choses que je trouve que ça inspire le plus l'athlétisme chez quelqu'un. Puis j'ai eu plein de problèmes de dos à cause de mauvaises techniques d'entraînement jadis au foot. Fait que je suis plus capable de deadlifter. Je suis capable de faire certaines variations, mais j'ai essayé plein de fois de le réintroduire. Puis avec ma configuration de bas de dos, je suis plus capable. Fait que tout ce qui demande une... Pourtant, le squat, c'est de la compression sur ta colonne, ça va. C'est pas un problème, c'est l'aspect de penture. Okay. Tu sais, Romanian deadlift, là, deadlift, j'ai entendu, pas de problème, puis ça peut aller plutôt lourd, mais il peut pas avoir... À partir du sol. Ouais. Tu sais, même quand je fais de l'haltéro, souvent, je préférais le faire sur des petits blocs, juste pour enlever le premier, mettons, 3 pouces. Pas parce que je veux tricher, c'est juste... Un trap bar, mettons, un peu plus souvent, des choses comme ça. Fait que je contourne avec ça. Beaucoup de squats, beaucoup de Bulgarian squat. C'est des mouvements que j'adore pour intégrer beaucoup de la chaîne postérieure. Il y a plein de gens qui aiment ça, le Je sais comme la quantité de vidéos sur genre Instagram, c'est comme, je vais te montrer comment tu set up pour un Bulgarian. Place-toi de même, puis au moment que tu vas prendre la barre, change d'exercice. Ben, moi, j'adore ça. Je pense que c'est un de mes exercices préférés. Ok, cool. Puis si on parle de squat, on parle de back squat. Je préfère le front squat. Front squat? Ouais. Parce que, ça vient qu'une posture un petit peu plus redressée, c'est un petit peu moins, susceptible pour mon dos, c'est préférable. Donc, ta mobilité d'épaule est pas si mal, parce que ça va, mais vers l'avant, tu sais, on parlait de handstand push de tantôt, ça c'est... Tu fais pas du overhead squat. Je suis mauvais. Ok. Ouais. Je suis partage. Ok. Bon, la troisième, je l'aime bien. On en a parlé un peu tantôt, là, mais on est parlé dans les détails, là. Question 3. Ta chanson d'entraînement favorite? Présentement, là. Ok, hot take. Moi, je pense qu'on devrait s'entraîner sur n'importe quelle chanson. N'importe quoi. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de mon entraînement d'endurance sans musique.
Fait que la course à pied, c'est toujours sans musique. Okay. Vélo, ça change un peu. Nage, ben, évidemment, il y a pas de musique. Puis sinon, tu sais, à l'entraînement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du classique, ça peut être du country, ça peut être du rap, ça peut être du rock. Mais là, ben, je veux dire... Une chanson, là. La chanson de ce matin que j'avais en tête, c'était Provocante de Marjo. Ah ouais, ok. Dis-moi, qu'est-ce que t'es? Fait que j'étais sur mon ce matin, j'avais ça en tête, et ça a été ma chanson d'entraînement du jour. Mais tu me l'aurais demandé demain, puis je t'aurais dit quelque chose de différent. Fait que pour les biens de la cause, je veux dire Marjo Provocante. Non, c'est bon. C'est bon. Charlotte Marjo. Super, ça. Ok, question 4. Course en sentier, course sur route ou sur piste? Ben, tu parles à quelqu'un qui vient d'essayer la course sur piste d'endurance pour la première fois dans le dernier mois. Ah ouais? C'est tout récent. D'endurance? Ouais, ben genre, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait de la track au foot pour comme la vitesse pure, là, tu sais, en ligne droite, mais là, tourner autour d'une track dans un point de vue d'endurance, c'est une première. Fait que je peux maintenant te dire que j'ai essayé les trois. Il y a l'effet de la nouveauté pour la piste qui est vraiment cool, mais ce qui fit le mieux avec mes préférences et tout, c'est la trail. Mais j'ai eu des objectifs de route, de trail, puis peut-être éventuellement de piste, mais... Genre un 3000 mètres? Ben, j'aimerais voir dans un contexte contrôlé, ça file comment 1.6 kg, genre un 1000, tu sais, juste voir à quel point ça fait mal pour vrai, tu sais. Ça fait mal. J'ai aucune misère à le croire, tu sais. Fait que, à suivre là-dessus. Mais moi, voilà 2 ans, là, j'avais comme un objectif de faire comme la distance du mile, là, en 5 minutes. Ouais. Puis là, j'avais fait comme un essai, puis là, j'avais des amis qui étaient venus, là. Puis là, il y en a un... Non. OK. T'es-tu proche ou... J'étais loin quand même, pas mal. Mais là, il y en a un qui m'a recontacté, là, comme on s'est revus là cette année là, puis il m'en parle. Puis là, il m'a comme un peu remotivé là. Fait que je dis OK, au mois d'août, on va faire un autre essai. Je dis je vais puis tu viendras me pacer là. Puis ça vous intéresse là, on le fera là, tu sais. C'est dans les temps, tu sais, c'est comme 5 minutes. 5 minutes, moi ça serait aussi un objectif. Puis lui, c'est un bon, tu sais, il est assez vite pour nous pacer, là, puis tu sais... S'il dit, viens te pacer, puis sur commande, il peut faire 1.6 en 5, il est sûrement plutôt fort, tu sais. Mais je suis curieux là-dessus. Super. Nice. OK. Prochaine, ça va aller assez vite. Question 5. Pull-up ou chin-up? Je peux-tu y aller avec neutre? Parce que je souhaite tricher la question. Neutre, c'est bon. Pourquoi neutre? Je trouve ça plus complet de par l'implication de certains réfléchisseurs du coude. Puis, tu sais, pull-up, c'est cool parce que ça empêche de tricher. Puis, tu sais, souvent, tu sais, en chin-up, tu peux y aller vraiment en biceps si tu veux, tu sais, ou en tout cas pas finir tes reps. Fait que je trouve que le neutre, c'est ce qui te permet de mieux avoir la pleine amplitude de mouvement. Préférence personnelle. Puis en fait, tout ce que j'ai répondu là, c'est vraiment des préférences personnelles pour mes athlètes ou c'est vraiment réalité contextuelle, là, mais c'est ce qu'on voulait. On voulait savoir, toi. Ouais. OK. Question 6. Cardio ou poids libre? Les deux! Cardio, maintenant, t'es poids libre. En même temps, tu sais. Mais en plus, hors d'ordre, on parle un peu du concept d'athlète hybride, tu sais, de développer autant la force, la puissance que l'endurance. Fait que c'est un peu ça, ma vie présentement. Fait que si j'ai à choisir, je vais dire les deux, si je peux. Puis si je peux pas, il y a plus, mettons, de ma vie qui a été poids libre que cardio. Fait que je dirais poids libre par avantage historique, là, tu sais. Mais je te donne des choix, des fois, puis tu sais, c'est comme... idéalement, tu peux choisir, mais si ces choix-là, ça marche pas, on peut aller, tiens. Il y a toujours d'autres catégories dans les... Moi, je voulais faire comme toi, puis j'ai opté pour le cardio parce que c'est là ce qui a été le plus présent aussi dans ma vie, mais... Puis je dirais, tu sais, si tu veux tricher la question aussi, tu peux... Mettons, pour en faire toute ta vie, si mettons, c'était un peu ça la question, si t'en avais un que tu pouvais seulement faire, ben, la muscu te permet de faire à la fois de la muscu et du cardio si tu le gères comme du monde, tandis que cardio, ben, il va avoir certaines limitations. Non, c'est ça. Ce qui est le plus proche, en fait, qui est musculaire et,
Est-ce que ça travaille le sprint, genre si moi des fois j'entends si t'avais à choisir un seul exercice qui travaille tout, je suis comme le sprint. Tout l'engagement musculaire est quand même assez complet. Effectivement. On considère que c'est cardio. Ça dépend, tu le fais pendant combien de temps? Parce que si tu sprints sur 1,6 km. Non, c'est ça. Tu vas avoir une composante. C'est plus du sprint, là. Mais si on triche en disant sprint égale effort maximal, ben là, tu pourrais dire que c'est le plus complet, effectivement. Intéressant. OK, le prochain, là, c'est une question comme esthétique, là. OK. Mais c'est le fun, là. OK. Je vais dire brushing de cils. De quoi? Brushing de cils, je sais pas, c'est une référence esthétique. Ah, OK, je connais pas. Cils, puis OK. Tu peux poser ta question si tu veux. J'ai pas compris. C'est pas grave. J'aurais pu te parler de mes ongles ou OK. OK, question numéro 7. Oui. Avoir des gros bras ou avoir des grosses jambes? Ah, ben des grosses jambes, bien sûr, sans hésitation. Okay. Les jambons, ouais. Les jambons? Je préfère le biceps fémoral que le biceps brachial. Ouais, je suis 100% d'accord. J'apprécie, ouais. Pas besoin d'en dire plus. Pour moi, du nombril aux chevilles, ça gagne bien plus que là. Ton pré- ou post-workout snack favori? Lait au chocolat, post-workout. Post-workout, lait au chocolat? Ah ouais. C'est old mais ça se démode pas. Je veux dire, ça fait depuis que je suis en kin que j'en consomme, je suis pas encore tanné. Puis même qu'il y a comme un peu un aspect de conditionnement rendu là, tu sais. T'as fait ce qu'il fallait faire, lait au chocolat, c'est comme tu finis la boucle de, je sais pas, de la récompense, des endorphines pis tout, tu sais, pis t'as ta dopamine de genre, c'est bon, tu sais. Fait que ouais, non, sans hésitation, lait au chocolat. Cool. Ouais. C'est bon. OK, meilleur compliment qu'on peut te donner. T'es rapide, t'es découpé, t'es fort, t'es flexible. Fort, parce que la force, c'est une des composantes physiques qui est la plus transférable. Fait que c'est celle-là que j'aimerais qu'on dise. Et toi, Joël? J'avais nommé la force aussi. En plus, Raoul m'avait comme fait la pratique avant, puis j'ai répondu le plus vite possible, mais moi aussi, la force, je trouvais aussi que c'était une des qualités les plus importantes, puis qui a comme aucun désavantage dans ma tête à être plus fort. Let's go. Super, ça. On est déjà rendu à la dernière question. Question numéro 10. OK. Si tu pouvais t'entraîner ou entraîner quelqu'un, un des deux, quelle personne tu choisirais, vivant ou mort? Ben, je suis curieux. Je préfère une préface à ma réponse. Je suis curieux de ce que font tous les grands performeurs. Je suis curieux de comment The Rock, puisque t'en as parlé tantôt, s'entraîne pour atteindre The Rock. ce niveau de développement musculaire. Je suis curieux de savoir André DeGrasse, son entraînement de sprint, il ressemble à quoi? Je suis curieux de savoir Jim Carrey, quand il faisait je veux dire, tu me mets pas des rôles, c'est plus comme il se transformait littéralement, tu sais. Ça vient avec un entraînement qui était pas physique, mais tu sais, Chris Rock, quand il faisait ses stand-up, le nombre de fois qu'il a rehearse ses blagues avant de les faire, tu sais, ou en tout cas, pour en arriver à avoir un feature qui est filmé, puis là, c'est la meilleure version de la blague. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup, tu sais. Fait que si j'avais une personne, mettons, je vais dire, j'aimerais, je sais pas où la prendre. Je pensais à Arnold, je pensais à Pumping Iron, puis tu sais, je pensais à mes premières influences de bodybuilding jeune. C'est comme l'icône, tu sais. Absolument. Fait que j'aurais été curieux de faire un workout avec lui pour voir à quel point, avec ce que je sais maintenant versus, tu sais. Sentirais-tu à l'aise de lui faire une préparation physique? C'est sûr que non, là. Mais lui, Arnold, à quel âge? Genre... c'est tant qu'à... comme, mettons, tu sais, genre, premier titre de Monsieur Univers. OK, quand même, dans son top, shape là, de bodybuilder. C'est à ce moment-là que ça a été une influence. En tout cas, c'est cette époque-là de sa vie qui m'a influencé. Mais en même temps, si on fait une parenthèse sur Arnold,
il a quand même une vie extrêmement intéressante. Oui. Puis tu sais, soit autant au niveau de sa biographie que de son parcours de acteur, bodybuilder, gouverneur, charité, quand même tout qu'un être humain. T'sais. Fait qu'une longue réponse pour dire que j'aimerais juste être exposé à tous les meilleurs performeurs de leur genre. Mais je sais pas qui je voudrais entraîner. Fait que je suis plus intéressé sur le processus que la personne qui écrit le programme. Ouais, j'aimerais plus accompagner le tout puis mais le comprendre. Mettons, si tu l'entraînes, mettons, tu lui ferais faire de ses entraînements privés, fait que tu l'accompagnerais, là. Oui, effectivement. Ouais. Mais dans le sens... Mais ça peut être toi, tu t'entraînes avec lui, là, comme toi, tu fais ton set, moi, je fais mon set, tu comprends, là, tiens, comme... Vous êtes des gym bros, là. Vous faites quel type de workout? Ça serait quoi, votre workout? You have to shock the muscle. Si d'abord, je m'entraîne avec quelqu'un, je pense que j'aimerais ça m'entraîner avec Usain Bolt parce qu'il avait l'air tellement divertissant, là. C'était comme un clown, puis en même temps, quand il tournait la switch à arm, c'était comme le plus vite au monde. T'aimerais faire un de ses workouts avec lui aussi, là? Mais avec ses capacités physiques aussi, pour pouvoir joker comme avec, tu sais, la shot classique de Usain Bolt qui en de grâce quand il sourit puis qu'il se joke en courant à 9,80 pour un 100 mètres, tu sais. Ouais, puis si on peut comme tu sais continuer à jouer le jeu là, puis s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler comme un workout là avec lui là, on dirait quoi? Ben moi j'entends toujours dire que puis j'en ai vu un peu les sprinteurs, il y a beaucoup de pauses. Fait que ça rend le fun de s'entraîner. Ça a pas l'air de grand chose. Souvent ils sont assis, ils attendent, ils parlent, ils mangent. Exactement. Thrill. Mais tu sais, beaucoup de foam roller. Ouais, ben comme... Un petit départ, hop, ça arrête après 20 mètres. Tu marches. Ouais. Oui. Tu sais, avec ma job en cycliste, j'ai été exposé aux athlètes sur piste, puis aux sprinteurs sur piste, quand on allait à Hamilton. Puis le gros du workout est passé, comme nous en ce moment, assis sur une chaise à attendre que la vie passe, mais une fois qu'ils embarquaient sur la piste puis qu'ils se préparaient pour leurs efforts, c'est en ligne, tu sais, mais fait que ça te prend un niveau de désengagement, réengagement, autant physique que mental pour être vraiment, tu sais, squeezer l'éponge à 100%, du 100% à chaque effort. Ça demande quand même une certaine, je sais pas, force mentale et évidemment physique, tu sais. Mais ça, c'est compensé par à la fois beaucoup de temps de pause à cause de juste les systèmes physiologiques qu'il faut qu'ils récupèrent, mais aussi tout ce qui vient avec la préparation à l'effort. Je dis pas qu'ils sont toujours là assis concentrés à juste penser à leur effort, mais il y a une espèce de vague là, d'intensité puis de commitment à ton entraînement qui est très cyclique. Là, je serais curieuse quand même de voir aussi justement en salle la préparation physique quand ils sont pas sur la piste. Je pense à encore plus que chez le marathonien. Oui, ben tu sais les sports renforcement de puissance, justement, de force brute. Tu sais, pour un préparateur physique, c'est le fun d'être impliqué avec les sports qui dépendent beaucoup de la musculation. Tu sais, avec le paracyclisme, c'est une équipe que j'adore, mais je comprends mon rôle. Tu sais, je suis dans le soutien, je suis dans la gestion des risques de blessures, je suis un peu dans l'augmentation de la performance, mais le gros de la performance est drivé par le volume qu'ils font sur le vélo, tu sais. Tandis que, mettons, en canot et kayak, ben, ton départ, ou en tout cas tes 50 premiers mètres sont très, très dépendants de tes capacités musculaires et un petit peu de ta, évidemment, beaucoup de ta technique, là, mais si, mettons, à technique égale, la personne plus forte va aller plus vite, tu sais, fait c'est cool d'avoir un impact tangible sur la tâche, tu sais, puis un préparateur physique qui travaille avec des sprinteurs a un immense impact parce que c'est un système qui est très, très dépendant pour la performance. Dans le fond, une des prochaines questions que je vais te poser, ça va sembler un petit peu flou. On va essayer de le rendre un petit peu plus concret, mais pour aider, mettons, des auditeurs qui, eux autres aussi, sont actifs, s'entraînent puis aimeraient optimiser leur entraînement. On aimerait ça avoir des astuces d'un spécialiste comme toi. Mettons en premier lieu pour un coureur amateur, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'aider un petit peu à mieux performer sur son prochain demi-marathon? Ben c'est hautement contextuel, fait que je vais y aller avec des généralités puis après ça on peut se spécialiser où est-ce qu'on veut, tu sais, mais règle générale,
quand je pense à la course à pied, je pense à des progressions trop rapides. Beaucoup de coureurs que je connais se blessent. En fait, je pense qu'il y a une stat, c'est genre, je pense que c'est entre 50 et 80% des coureurs se blessent. Absolument. C'est enragé, tu sais. Fait que je me dis, s'il y a autant de blessures, c'est probablement parce que soit l'encadrement ou les recommandations sont trop agressives. Fait que je me dis, au-delà du fait que peut-être qu'il y a des problèmes biomécaniques, ça, je suis vraiment pas un expert, fait que je peux pas commenter, tu sais, mais si on part de la règle des 10%, mettons, pas dans ma tête, c'est comme la règle des 2,5%, ou la règle du gros max 5%, tu sais, mais j'ai l'impression que, tu sais, une augmentation de volume de 10% par semaine, je trouve ça vraiment agressif. Puis même, ouais, c'est ça. Moi, j'ai lu ou j'ai vu du 20% des fois. On disait à l'université, là, que c'était comme encore acceptable puis correct. Puis moi aussi, j'avais cette hésitation-là. Tout dépend de ta charge chronique. Si t'es quelqu'un qui court 80 km par semaine, un 10% de plus pour t'amener à 88, c'est pas la fin du monde. Une semaine, une fois de temps en temps, mais quelqu'un qui court pas beaucoup, qui fait, mettons, je sais pas, un 10-15 km par semaine, puis qui augmente de 10%, ben, s'il y a pas un gros bagage de volume ou d'entraînement musculaire qui lui permet d'encaisser ce volume-là, ben, c'est pas long qu'on aille dans des zones plutôt traumatisantes. T'sais. Fait que la gestion de la charge d'entraînement pour un coureur, ça serait ma réponse générale. T'sais. Fait que faire attention à l'augmentation de volume, bien distribuer l'intensité, pas toujours faire de la haute intensité puis pas toujours faire de la basse intensité, puis après ça d'avoir une distribution du temps d'entraînement dans la semaine qui a aussi du sens. Fait que selon le volume que tu cours par semaine, de le diviser dans un certain nombre de séances, c'est important. T'sais. Pas tout le week-end, mettons. Par exemple. Par exemple, tu sais, puis tu sais, ou que comme ta longue sortie, ça soit 80% de ton volume de la semaine, t'es comme, il y a peut-être mieux, tu sais, après ça, c'est hautement contextuel, fait que c'est vraiment dur d'offrir des recommandations générales, mais ça serait ça en général. C'est bâtir lentement le volume, puis quand je dis lentement, c'est extrêmement lentement. Pas y aller toujours trop dur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à courir à basse intensité. Ça fait partie des apprentissages que la plupart des coureurs doivent faire. Puis après ça, ben, idéalement, amener un petit peu de musculation dans le puzzle de l'entraînement pour, à la fois, gérer un petit peu les facteurs de risque de blessure, mais aussi pour augmenter la performance, parce qu'on sait que la force aide ton économie de course, puis aide à mieux tolérer les chocs répétés que vient avec la course à pied. Voici, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais si on est plusieurs à dire la même chose, ça augmente un peu l'importance. Ça va rentrer dans la tête. Puis mettons, moi, c'est des choses vécues là, pour des gens qui, eux autres, veulent vraiment améliorer leur force relative. Fait que des personnes qui veulent être capables de faire 2 fois leur poids au deadlift ou, tu sais, augmenter leur poids au bench press. Là, comme qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour essayer de optimiser ça. Ben, évidemment que ça passe par de la musculation si t'as des objectifs. Oui, mais mettons, ils en font, là. Comment ils je dirais... pourraient répartir ou je sais pas. Ben, mettons que sans information préalable, je dirais que il faut avoir une expertise technique avant de viser des charges très élevées. Et aussi, il faut pas être myope sur l'objectif. Ce que je veux dire par là, c'est si, mettons, on a comme objectif de bencher plus. Mettons 2 plates. Je veux bencher 2 plates. Mettons que tu veux bencher 2 plates, tu sais. Puis un objectif louable, tu sais. Mais si tu veux bencher, on va souvent se dire, OK, ben, il faut aider tous les muscles qui sont impliqués dans le mouvement du bench, mais ça a été montré que travailler sur l'ensemble des muscles, pas juste ceux qui sont actifs, mais aussi ceux qui stabilisent, augmente la performance, même sans augmentation de force, mettons, de tes pecs, qui est le groupe musculaire principal au bench. En fait, je dirais ça, si ton objectif c'est de bencher, commence par savoir est-ce que t'es plus pec ou triceps dominant pour ton mouvement de press, puis après ça, optimise pour tes faiblesses et pour tes forces. Fait que si on va dire que c'est beaucoup ton triceps, ben prends des exercices parce que le profil de résistance ne fait qu'augmenter alors que tu viens atteindre ta pleine extension, parce que c'est un peu en fonction de ton profil de force de triceps d'être toujours de plus en plus fort alors que tu as une extension du bras, versus ton chest, où est-ce que ça va être surtout dans l'élongation puis dans le recrutement pour essayer d'inhiber ton triceps si c'est ton chest qui est plus faible. Tu comprends? Fait que
d'aller viser en fonction du profil de force du muscle que tu cherches à améliorer, d'avoir un entraînement qui est spécifique à ça. C'était hautement technique ce que j'ai dit, j'espère que c'était clair. Je ferais ça, c'est que si t'es dominant au niveau du triceps, tu optimises ça, tu y vas encore plus. En fait, tu fais les deux. Dans le sens, mais tu vas pas considérer ton bench comme un exercice de pec si tu le sens toujours juste dans ton triceps. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas le traiter comme un exercice de triceps, puis tu vas entraîner tes triceps en fonction de leur courbe de force individuelle, c'est-à-dire, on est souvent de plus en plus fort plus on a une extension au niveau du triceps. Fait que tu vas faire, mettons, un petit bloc de spécialisation triceps et aussi un bloc de spécialisation de ton pec, parce que si on prend en considération est-ce que c'est des triceps qui sont dominants, pensez que ton pec est un peu moins fort. Fait que tu vas faire des exercices qui vont enlever le triceps de l'équation pour stimuler ton pec. Après ça, pour que ton bench, lorsque tu combines les deux principaux groupes musculaires ensemble, il s'augmente. Fait que on est parti de rien, mais t'as vu un peu comment j'ai cheminé ma réponse. Ça m'intéresse. Partir des facteurs limitants, partir des aspects qui sont déjà bons, puis après ça un peu optimiser l'équation, tu sais. Puis ça c'est une plus grande réponse sur le profilage de l'entraînement, tu sais, de s'entraîner en fonction de ses forces ou en fonction de ses faiblesses. Dans le sport d'endurance, ça a été montré que c'est préférable de s'entraîner en fonction de ses forces, tu sais. Tandis qu'en muscu, ben là, c'est un petit peu plus spécifique à l'objectif puis à ta propre biomécanique. Wow, intéressant. Ouais, puis tantôt, t'en parlais à travers ton travail à l'INS que, au fait, pour les athlètes de haut niveau, c'est pas juste un entraîneur, il y a une équipe comme autour de cet athlète-là. Puis t'as parlé de, l'entraîneur physique, là, la préparation physique, nutritionniste, il y avait ceux qui s'occupent, on va dire, de la récupération, là, aussi, là, comme physio, exact. Fait que, mais, tu sais, pour une personne, je sais pas, là, comme un des mortels, peut-être qu'il y aura pas une équipe complète, puis toi, t'es l'équipe. Fait que, est-ce que tu te prononces aussi sur, tu sais, comme quand tu supportes un athlète amateur, là, sur la nutrition, sur, tu sais, comment tu deals avec ces questions-là? Tu sais, dans un contexte où il y a une équipe de soutien autour de l'athlète, c'est facile de référer. Quand il y en a pas, tu sais, mettons, à l'INS, ça va presque jamais arriver qu'il y a pas de professionnel de support autour de toi, tu sais. Mais quand tu as ta propre pratique professionnelle, comme c'est le cas pour chacun de trois, tu vas être amené à te prononcer sur des sujets sur lesquels t'es pas expert, mais que tu as des compétences de base. Fait que je pense qu'il faut juste s'entendre avec le client que comme je te donne une réponse simple venant d'un non-expert. Si tu as besoin de plus, on va utiliser le même mécanisme, le référencement, mais je pense qu'on peut quand même donner certaines grandes lignes pour être sûr qu'ils ont une source fiable. Prenant pour acquis que nos informations sont fiables. Mettons que nos informations sont fiables, ben, notre client nous fait déjà confiance, fait qu'on va renforcer cette relation-là, mais on va s'assurer de la justesse de nos informations ou on va trouver un mécanisme pour que on aille chercher des réponses additionnelles si jamais on n'a pas la réponse ou si on sent que les besoins du client pour peu importe la question dépassent nos compétences, mais là on va référer. Fait que je pense que c'est de savoir où ta limite d'incompétence puis de essayer de jamais la franchir, tu sais. Ou de si des fois tu fais des hypothèses, ben juste le dire à ton client, genre, hey, je suis pas sûr de ça, je pense que c'est ça, mais soit je vais te revenir ou je vais aller chercher un expert. Parce que tantôt on parlait justement de, tu sais, optimiser l'entraînement ou tu sais peut-être comme améliorer les performances, mais ça se passe pas juste en salle. Là. Si on réalise, la personne adore 4 heures là par dort plus, tu sais. Il y a une pyramide classique du schéma d'augmentation de performance, tu sais, ça part avec lifestyle, là, fait que sommeil, alimentation, entraînement. Après ça, t'as comme specialized training, tu sais, fait que est-ce que l'entraînement que tu fais fonctionne, est-ce que l'intensité est bien distribuée, puis après ça, plus tu te rapproches de la pointe de la pyramide, c'est là où est-ce que les suppléments rentrent en ligne de compte, ou les protocoles de récupération, ou genre le priming pré-compétition ou le taper, tu sais, fait que les grandes bases de la pyramide, c'est les trucs simples, non sexy, que les gens savent toutes déjà, fait que quand je lisais les questions un peu, c'était comme comment optimiser son entraînement, ben c'est la première place que mon cerveau est allé. Dors-tu bien, manges-tu bien, as-tu une bonne charge d'entraînement et est-ce que tous les autres perturbateurs de ta vie, le stress, les contraintes professionnelles, familiales,
peu importe comment la structure de ta vie fonctionne, est-ce que ça c'est géré? Puis avant d'aller plus loin, de se dire hey, je vais prendre peut-être de la caféine un matin d'entraînement parce que j'ai mes intervalles. Mais là, il faut que je l'optimise parce que ma digestion, c'est 60 à 90 minutes pour ma caféine. Fait que là, faut que je le prenne à telle heure. Je suis comme est-ce que les grandes roches sont là? Tu sais, puis c'est vraiment pas un discours séduisant, mais c'est le discours que je pense qu'il faut adopter parce que c'est ce qui permet d'avoir une performance qui est durable. Tu sais, tu peux augmenter ta performance pour un workout une fois avec certaines interventions, on peut en parler si vous voulez, mais pour améliorer notre entraînement avec un grand E, c'est évidemment d'avoir un contexte de vie favorable à nos objectifs et à nos contraintes. J'ai une question là qui me vient en tête qui était pas planifiée, mais je veux savoir si toi tu le vis un peu, si c'est le cas aussi avec les athlètes élites, mais comment tu réponds quand il y a quelqu'un qui t'arrive un petit peu plus avec des enjeux esthétiques ou qui est inconfortable avec son poids, puis là qui a réussi à adopter des bonnes habitudes de vie, mais là comme tu sais il se sent gros, tu sais j'ai pas perdu de gras, pour comment ça, des choses comme ça là. Ouais. Tu sais c'est une grande question. D'abord, l'image d'un sportif, ou self-image en anglais, c'est notre propre image de nous-mêmes est souvent peut être distordue. Absolument. Si on est dans le monde de l'entraînement. Fait que comment on se voit nous est différent de comment les autres nous voient. Puis après ça, il y a tout l'aspect de la gestion de la composition corporelle pour la performance. Et là, il y a certains sports que c'est indissociable. Les sports à juger, les sports où est-ce que tu vas être force relative tantôt, tu sais, je pense à des cyclistes. S'ils sont plus légers, leur ratio watts par kilo est meilleur, ils vont être plus performants. Fait que ça change la relation avec l'alimentation. Fait que puis je suis pas nutritionniste. Fait que je te donne ma réponse en tant que préparateur physique. Ouais, exact. Fait que oui, j'ai intervenu avec des athlètes qui ont eu ou qui avaient des troubles de comportement alimentaire. Puis c'est un niveau de nuance et de tact que tu dois avoir de plus dans ton intervention. Fait qu'à la fois dans le chit-chat normal que tu as dans le gym, des fois tu dis des choses sans y penser puis ça peut être un trigger, ou lorsque tu connais un historique de troubles alimentaires puis tu es dans un contexte où est-ce que, je sais pas, mettons, dans le sport, il y a déjà des enjeux de ne pas manger assez, comme en cyclisme par exemple, où est-ce que il y a une certaine obsession pour une shape qui amène la performance. C'est moins le cas en paracycliste, pour vrai, heureusement, mais avec certains des cyclistes pros avec lesquels je travaille, ils s'en font parler, tu sais, ils reçoivent leur plan nutritionnel dans leur plan d'entraînement, puis c'est comme ben, tu manges ça, puis c'est cela, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment touchy. Mais toi, t'as pas eu à tellement avoir des personnes, justement, qui étaient pas dans la performance, mais plus j'ai eux. Jamais eu de troubles alimentaires, soit avoués ou diagnostiqués dans la pratique personnelle. C'est autant chez Nautilus Plus jadis ou les clients que je prends au privé. Mais j'ai déjà géré beaucoup de perte de poids jadis. Je pense que mon rapport à la perte de poids serait vraiment différent maintenant que là, je sais pas, 10-15 ans quand j'étais dans des gyms commerciaux, tu sais. Puis ça a beaucoup évolué en moi, ce sujet-là, tu sais, la grossophobie, la bigorexie, c'est vraiment une frontière qui est dure à gérer en tant que préparateur physique. Tu sais, on veut répondre aux objectifs de nos clients, mais on veut pas créer des problèmes pour la vie. Une fois qu'on se met à compter nos calories ou compter nos macros, ça change notre relation avec l'alimentation. Puis si on entretient le fait d'avoir des interdits, ben, ça peut amener des pertes de contrôle ou une relation qui est malsaine avec l'alimentation. Fait, tu as toutes ces cartes-là. Comme ça, dès que quelqu'un te dit « Ah ouais, je veux perdre du poids », tu dis mais est-ce que c'est vraiment ton objectif ou c'est genre la société qui te contraint à avoir un certain standard de beauté qui est pas réalisable? Et, fait que c'est gérer tout ça. J'ai pas la solution. Là, c'est bien trop complexe comme problème, mais je peux juste être empathique envers les gens qui sont insatisfaits de leur image corporelle parce que c'est un défi que j'ai pour moi-même puis que je le vois chez mes athlètes aussi puis que c'est des gros enjeux, tu sais, c'est pas juste on parle de pourcentage de gras. Non, c'est ça, là. Ça, c'est une année longue. Ouais, exactement. Là. Ouais. T'avais-tu une autre question? Sinon, elle peut... Vas-y. OK.
Non, c'est moi qui allais comme continuer là-dessus parce que je pense, je sais pas si toi tu le vis aussi, il y a certaines personnes qui ont l'image comme de l'entraînement comme étant la solution justement pour l'image corporelle. Ouais. Puis ben ça peut l'être, ça l'est d'une certaine façon, c'est certain. Mais tu sais, quand on améliore justement les qualités physiques, la force, tu sais, l'endurance, ça vient pas nécessairement justement avec ce que les gens ont en tête, Ouais. là. Je sais pas si t'arrives à l'expliquer ou à le dissocier. Ben, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est est-ce que l'activité physique est un bon levier pour la transformation de la composition corporelle? Puis, un peu oui, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que l'inclusion d'activité physique à un programme de perte de poids a peu ou pas d'effet. C'est ça. Fait que j'aimerais que les gens qui nous écoutent retiennent que le sport, c'est pour le plaisir de faire la tâche et c'est le sentiment de bien-être qui vient après l'activité physique. Ça serait la raison pour laquelle on le fait, ou l'aspect communauté, quand on parlait avec le CrossFit, par exemple. Ça, c'est le principal motivateur. Si, en plus, ça amène un bon contrôle de ta glycémie, ça gère tes risques de santé cardiovasculaire, fine, tu sais, mais même là, l'appel initial devrait être le plaisir, parce que c'est ça qui permet la durabilité, tu sais. Puis, si on a des objectifs de composition corporelle, c'est correct, mais il faut les comprendre, puis il faut les dissocier de notre place dans la société, puis de s'entourer de gens qui vont nous aider dans ce long processus-là. Nutritionnistes, psychologues peut-être, voire médecins, selon l'état là, de la quantité de poids qu'on veut perdre, tu sais. Mais c'est encore acceptable à mes yeux de vouloir perdre du poids en 2024. C'est juste vraiment touchy comme professionnel de la santé d'être associé à un processus de perte de poids. Ça me rassure beaucoup ce que tu dis. Je trouve ça super pertinent. Puis j'ai apprécié que tu as dit long processus. Je pense aussi c'est relatif là. Des fois les gens pour eux 1 an c'est beaucoup. Puis ça l'est pas en même temps. Là, même au niveau aussi de l'amélioration justement des temps sur course ou de l'amélioration des performances là. 1 an, oui, il va y avoir des choses qui sont changées, mais des fois, oui, il y en a qui pensent que ça, en 1 an, tu peux sauter beaucoup d'étapes, j'ai l'impression. Il faut avoir un regard de d'où tu pars puis du chemin parcouru jusqu'à ton objectif. Ce que je veux dire par là, c'est si, mettons, on parle de perte de poids puis la personne a pris, je sais pas, là, 25 livres sur 8 ans. Ouais. Ben, ça va pas prendre 6 mois pour effacer 8 ans, tu sais. C'est logique quand on y parle comme ça, mais quand on est dans notre corps avec nos insatisfactions, ben, faut toujours que ça soit plus vite, tu sais. Mais pour ensuite revenir à l'aspect de l'amélioration, une chose que je dirais aussi, c'est l'endroit où est-ce que être un débutant, c'est le plus favorable quand tu commences avec l'activité physique, parce que le gros des gains vient au début quand t'es une pomme verte, puis ça, c'est super stimulant parce que ça change, ça s'améliore à un rythme incroyable. Il faut juste comprendre que c'est pas de même à jamais, puis c'est une grosse courbe qui s'aplanit avec le temps. On s'améliore rapidement, puis après ça s'aplanit. Donc, merci énormément, François, pour nous avoir donné tout ce temps-là. C'était super intéressant d'échanger avec toi, pour moi particulièrement, mais j'imagine pour les auditeurs aussi. Dans le fond, avant de terminer, on veut savoir un petit peu pour les gens qui aimeraient ça te suivre personnellement, le podcast de la quête, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Ouais, c'est possible. Ben, merci pour l'invitation, merci pour l'occasion aujourd'hui, merci pour votre écoute et vos questions. Il y a évidemment les réseaux sociaux, Instagram pour la quête. Il y a Instagram pour mon compte personnel si vous voulez. Je pose pas énormément, mais il y a des extraits de la quête qui vont passer et d'autres niaiseries de plan de merde, potentiellement avec Joël qui va être inclus à certains moments dans l'année, cet été principalement. Fait que ça, suivre la quête, Spotify et Apple Podcasts, ça marche. S'il y a des gens qui cherchent du coaching, on peut aider aussi. Ils peuvent me contacter justement via Instagram. Ce serait pas mal ça, je veux dire, c'est simple, je veux juste que les gens soient heureux dans leur entraînement. Fait que si il y a certaines choses que j'ai dit, qui ça a résonné, puis qui veulent poursuivre la conversation, ben entrez en communication avec moi. Puis s'il y a des trucs qui étaient pas clairs, des questions de clarification, ça va me faire plaisir. Fait que si jamais il y a du feedback, des échos là-dessus, puis il y a des points à clarifier, ça va me faire plaisir. Tant qu'on peut améliorer l'état de santé et de plaisir au Québec, je vais être content. Fait que
Ouais, c'est génial. On parle le même langage. Super. Merci. Ah, puis j'ai une dernière petite question. Ouais. En fait, on en a parlé tantôt, là, quand tu parlais des projets potentiels, mais tu as mentionné peut-être écrire un livre, là, puis ça m'a resté un peu en tête là, quand tu as dit ça, là. Puis je me demandais si, tu sais, si c'est quelque chose, tu sais, je dis pas cette année, là, mais dans le futur, quelque chose que tu veux faire, là. C'est peut-être, tu sais, puis quand je vous en parlais, c'était à la fois autant quelque chose de scientifique ou de voir de complètement non scientifique, là, tu sais, de la poésie ou genre... De la poésie. N'importe quoi, tu sais, je sais pas, là, j'adore le médium écrit en général, tu sais, puis quand je parlais d'avoir quelque chose en moi, c'était que j'ai un projet un autre projet à faire arriver, tu sais. Je parlais peut-être d'un doctorat ou des affaires de même, tu sais, fait que, tu sais, le livre, c'est comme, je sais pas, quelque chose qui traîne depuis 15-20 ans en moi, tu sais, parce que, je sais pas, mon parcours de lecteur m'a amené à plusieurs places, tu sais. Fait que, de juste voir est-ce que moi, je pourrais contribuer, mais comme je sais pas ce que je dirais, le livre est toujours pas arrivé, tu sais. Mais si à un moment donné, je sens que j'ai quelque chose à dire, ça va aider, mais je pense que, tu sais, blague à part, le podcast, c'est quand même une pratique, tu sais, de se mettre un peu en scène, là, de un. Exact. De deux aussi, comprendre qu'est-ce que tu as à dire sur quelque chose, tu sais, qu'est-ce que toi tu as à contribuer à une plus grande conversation sur X sujet, tu sais, puis le sujet qui me transporte, et vous aussi, c'est le sport en particulier, tu sais, puis il y en a d'autres, mais ça fait partie des choses que on sent qu'on peut contribuer, fait que juste de se pratiquer à être dans l'œil de la caméra, puis d'être clair sur ce qu'on dit, c'est un apprentissage, tu sais, fait que ça s'inscrit dans une grande tendance de partage, puis d'essayer d'être utile pour les gens autour de soi. Peut-être un jour, on aura un petit livre C'est pas fermé. On verra. François Raymond. On verra. Oh, Merci beaucoup à vous. Assez. merci. Merci énormément. Merci à vous. Yeah.